Bienvenue, bonjour. Le Zénith sur Equinox. À quoi sert le Cercle des Amis du Cameroun, le fameux CERAC? Hier encore, à l'occasion de la journée consacrée aux malades atteints de drépanocytose, on a encore appris, on a regardé, on a même pu se pâmer d'admiration vis-à-vis de ces femmes. Et les femmes bien, épouses des gens bien de ce pays, épouse du chef de l'État, épouse du Premier ministre, mais également épouse même du ministre Louis-Paul Motazé. C'est Aïcha Motazé qui représentait la première dame à cette opération qui consistait à remettre des dons à un groupe d'enfants atteints de drépanocytose. Occasion pour nous de se demander d'où prennent-elles leur argent, quelles sont les sources de financement de ce CERAC, comment fait-on même pour appartenir à ce qui s'apparente à une caste. En réalité même, on devrait espérer que leurs actions puissent s'étaler au-delà de ces simples occasions où on fait simplement de l'affichage. Bienvenue, le Zénith commence à l'instant avec tout le panel. Bonjour à vous, Charles Armel. Bonjour Sam Severango et je salue de fait Emmanuel Zété, oui, le délégué de la communauté urbaine de Bafoussam, qui a un budget d'1,9 milliard de francs, ne parvient pas à mettre Bafoussam au top. Félicitations à vous. Avec tous les partenariats que vous avez, Bafoussam aujourd'hui ressemble en Konsamba. C'est bien. C'est du bon. Et généralement, dans le classement de la plus belle ville de la région de l'Ouest, Bafoussam a toujours occupé l'une des dernières positions. Parce que là-dessus, on se rappelle que c'est la ville de Banganté qui souvent est citée en exemple en matière d'hygiène et de salubrité. Donc, avis à tous ceux-là qui sont aux commandes de la cité Bafoussam. Vous avez bien fait de le faire observer en tout début de ce programme. Bonjour à vous, Megui. Bonjour Sam Sévérin, bonjour à tous nos téléspectateurs du Zénith. J'espère que vous êtes nombreux à nous regarder ce matin et on attend vivement vos contributions à notre numéro de téléphone par SMS bien sûr et sur la page Facebook 1012 le Zénith. Voilà, la page 1012 qui va donc accueillir vos nombreux messages que nous nous chargerons de répercuter tout au long de ce programme. On accueille Mbombok Bengan. Bonjour. Bonjour Sam, moi je salue tout le pouvoir exécutif de l'État du Cameroun, c'est-à-dire la présidence de la République et le gouvernement qui pense qu'il faut mettre les militaires en ordre. Il y a un projet de loi à l'Assemblée nationale qui veut sanctionner les militaires. On va attendre. Bonjour tout le pouvoir exécutif. Et en général, la plupart de ces projets qui sont déposés sur la table de nos parlementaires passent comme une lettre à la poste, comme cela se dit trivialement, parce que nous avons affaire à un parlement monocolore, essentiellement dominé par le parti au pouvoir. Voici à présent le début de ce programme, voici l'histoire de tendance qui nous permet de nous installer et de bien vous installer également à la maison et de n'importe quel endroit où vous nous regardez à nouveau ce matin. La voici donc. Bienvenue, bonjour. Good morning, Sam Severa Ango. Good morning, family. We get problem of the telephone. Téléphone, il don't. Les mots me manquent, mais ce matin, l'anglais, c'est pas facile. Hein? Ah, oui, c'est pas facile. Je suis en train de dire bonjour à cette famille-là qui sont en train de se détruire. Donc, il y a un couple qui est en train de se détruire à cause du téléphone. Vraiment, le téléphone portable. Qu'est-ce que c'est que le téléphone portable? Point d'interrogation. Est-ce que, jusqu'à quel âge on doit donner le téléphone portable à un enfant de quel âge? Point d'interrogation, c'est chaud. Il y a un monsieur qui a dit à sa femme que si je revois encore le téléphone dans cette maison, le mariage va finir. Oh, Megui, la dame a dit à son mari l'autre jour que comme c'est dans les vacances, il faut qu'on donne le téléphone à Cynthia. Cynthia comme ça à 7 ans. Son mari dit que mais, tu donnes le téléphone à Cynthia comment? À un bébé comme ça, elle dit chérie, c'est quand même les vacances. Si j'ai la possibilité de donner le téléphone à mon enfant, pourquoi je ne dois pas donner? L'homme a dit, maman, mon enfant doit pas utiliser le téléphone. Si oui, c'est quand il va arriver à l'université qu'on peut l'acheter le téléphone. Madame a dit Tegue. Tegue veut dire non à Yaoundé. Oh, hier, monsieur, en rentrant du travail, madame avait acheté le téléphone qu'elle a donné à l'enfant. Quand le père à l'enfant dit papa, voici mon téléphone, l'enfant savait que c'était le désordre qui voulait que le père. C'était des problèmes qu'il cherchait, non. Maman, le père a récupéré le téléphone, Megui, écrasé. Et quand il a écrasé le téléphone, madame a dit comme tu as cassé le téléphone, là, demain, je vais acheter l'autre. Donc, aujourd'hui, elle a dit qu'aujourd'hui, monsieur va encore rentrer, trouver un téléphone qu'elle a acheté à leur fille de 7 ans. C'est chaud. La famille est en train de se diviser à cause du téléphone, ça. Madame s'oppose, monsieur s'oppose, madame dit, Tegue, nga, que je ne peux pas. Je vais te donner le téléphone à mon enfant.
vous-même, chers téléspectateurs, aidez-nous à débattre ce sujet. Un homme qui dit, mon enfant ne va pas avoir le téléphone. Madame dit, l'enfant va avoir le téléphone. Est-ce que c'est normal? Point d'interrogation. Très bien. Alors, ça pose un problème à deux niveaux en matière d'éducation vis-à-vis de nos enfants. D'abord, en période de vacances, les enfants doivent être consacrés à quoi? Parce que vous avez bien précisé que c'est parce que l'enfant a eu une belle année scolaire, on veut pouvoir lui faire un cadeau. Deuxième chose, l'utilisation même du téléphone portable, c'est à partir de quel âge qu'on doit concéder cela à un enfant, fille ou garçon? Charles Amel. Alors, Sam Sévéran, je vais vous surprendre en vous disant que quel que soit l'âge qu'a l'enfant, avant la maturité, avant l'âge de la majorité, un téléphone ne serait pas la bienvenue. Pourquoi? Pourquoi? Pour la simple raison que l'enfant à cet âge est épris des plaisirs de la vie. L'enfant à cet âge veut découvrir, veut tout découvrir, Sam Sévérin. Déjà, on ne parvient pas à canaliser, n'est-ce pas, le visionnage de l'enfant, disons-le comme ça, la gestion de la télévision. Un enfant qui, pendant les vacances, visionne de 6 à 6, il veille parce qu'il sait qu'il n'a pas classe demain, se permettant de rentrer dans les sites pour adultes, Sam Sévérin. Les parents ne parviennent pas à canaliser. Avec les câbleurs, qui en cette période permettent aussi, déjà, on ne parvient pas à canaliser. Est-ce que c'est le téléphone portable avec toutes les différentes applications, Bluetooth, connexion Internet et tout téléchargement qu'on pourra contrôler? Je pense que non. Donc j'estime à ce niveau, pour comprimer l'intervention, que Sam Sévérin, jusqu'à l'âge de la majorité, l'enfant n'a pas besoin de téléphone. Si oui, d'un téléphone à la maison. Si pas ce temps à la maison, un téléphone fixe à la maison, où le parent aura la latitude de savoir qu'est-ce qu'il fait, quand il fait, et peut-être lui donner des commissions à faire. Alors, ce divertissement, précisément à outrance, vous faites bien de le rappeler, en période de vacances, on voit des offres qui sont accordées aujourd'hui de la part des câbleurs nombreux, Canal, Satellite, Horizon, pour ne pas le nommer, qui accordent bien de bonus. Ça veut dire que les enfants sont gâtés, on veut quoi, les abrutir, les divertir, ou alors ça contribue vraiment à les éduquer. Ça, c'est donc vraiment parce que la période de vacances aujourd'hui, c'est chacun qui sait comment organiser les vacances pour son enfant. Mais revenons donc au téléphone, Megui. À votre avis, comment ça devrait se passer? Ben déjà, je trouve que c'est, excusez-moi le terme, c'est idiot. Hein? Je ne sais pas à quoi ça sert un téléphone à un enfant de 7 ans qui est à la maison et qui, naturellement, même s'il est seul à la maison, restera peut-être en compagnie d'une grande personne toujours. Voilà. Oui. Donc, à quoi est-ce que, comment une maman peut acheter un téléphone à un enfant de 7 ans? Pour qu'il en fasse quoi? Qu'il appelle qui? Qui reçoivent les appels de qui, si elle est censée être avec cet enfant-là? Ça n'a pas de sens, c'est un caprice, elle cède à un caprice fallacieux et même, je dirais, bête. Alors, voilà. Si on reste sur les critères de l'âge, pour vous, ce serait quel âge? Pour moi, honnêtement, au moins, je sais pas moi, 16 ans. 16 ans pour moi. 16 ans, quand je vous regarde, 16 ans, c'est un enfant qui peut déjà être en classe de première, en classe de terminale. Oui, je pense qu'à ce moment-là, on peut lui acheter le téléphone parce que c'est des enfants qui sont peut-être appelés à se retrouver hors de la maison sans les parents. Et s'il y a un problème, une situation, ils peuvent facilement appeler et voilà. Mais en dehors de ça, je ne vois pas pourquoi un enfant, par exemple, du primaire, de 6e, de 5e, il a besoin d'un téléphone. Pourquoi? Si tu es à la maison, tu as des parents, il y a des téléphones à la maison. Si tu veux appeler un copain, tu peux prendre le téléphone, demander à maman de te passer son téléphone, tu vas appeler, tu peux demander à papa de le faire, tu vas appeler, le copain peut avoir le numéro des parents, au cas où il veut te parler, il appelle, les parents le connaissent, il appelle. Ça permet que les parents aient quand même un certain suivi. Parce que, à mon avis, à mon sens, le téléphone aujourd'hui représente plus de danger pour les enfants que la télé même. Parce que quand vous laissez les enfants à la maison avec la télé, il y a des possibilités de câbler, de coder, pardon, de coder certaines chaînes. Ça se fait aujourd'hui, tu peux coder des chaînes auxquelles tu ne voudrais pas que les enfants aient accès. Mais avec le téléphone, ça devient très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, avec le système Android et tout, des téléchargements sont faits. Même si un enfant, tu te dis que... Parce que les enfants aujourd'hui sont très forts, surtout en matière d'informatique, ils sont très forts. Un enfant aujourd'hui te prend ton téléphone, il le manipule mieux que toi, la grande personne qui l'a acheté. Il sait comment rentrer dans des applications pour faire des téléchargements, ils savent comment se passer des applications par Bluetooth. Ils connaissent beaucoup de choses, donc c'est très dangereux et tu ne peux pas véritablement avoir le contrôle ou alors savoir exactement, même si on ne peut pas le faire, bien sûr, on peut savoir exactement jusqu'où l'enfant se trouve parce que dans le téléphone, à partir de là, il peut accéder à des sites pornographiques
excusez-moi, il peut accéder même à des pages sur des réseaux sociaux qui ne sont pas tout à fait de son âge. Et on sait aujourd'hui ce qu'on retrouve sur des réseaux sociaux comme Facebook. Comme Facebook, on retrouve des enfants. Donc c'est le bon et le mauvais côté du téléphone. Mais revenons sur l'âge. Moi, j'estime d'ailleurs, vous avez dit 16 ans. Jusque-là, pour moi, c'est précoce parce que n'oubliez pas que 16, 17 ans en classe terminale, c'est toujours des enfants qui sont précoces. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Hein. On peut encore en trouver à cet âge-là qui sont en classe de 4e, 3e. C'est ça que j'ai relié l'âge à la salle, à la classe. À la classe, voilà. Pour moi, je pense... Alors, bon, vous allez intervenir, mais il me semble que tant qu'on n'a pas atteint la majorité, on n'a pas droit au téléphone. Hein. 21 ans. Oui, c'est ça. Oui, je partage votre point de vue. C'est-à-dire, téléphone pour soi, non. Vraiment, il faut atteindre l'âge de la majorité. Mais ça repose, semble, le problème de permis de conduire à l'époque. C'est-à-dire que le problème du téléphone aujourd'hui, c'est que l'enfant il peut avoir un téléphone à la maison. On ne sait pas, papa peut ne pas être là, maman non plus. Bon, on apprend aux enfants, même à 7-8 ans, comment on le manipule pour répondre aux appels. Et peut-être parce qu'on peut avoir des commissions à donner à l'enfant. Mais même là, c'est dangereux parce que le même problème s'est passé lorsqu'on apprenait très vite la conduite automobile à ses enfants. Il s'est rendu que papa dormait, prenait le vieux, on vous réveille à 4 h du matin, l'enfant a fait un accident, il est décédé. Donc là, le téléphone pose exactement les mêmes désagréments aujourd'hui. Donc, l'autre chose, je partage tout à fait votre analyse. Hein. J'ajoute seulement que, en fait, les vacances, c'était fait pourquoi? Peut-être qu'ils n'ont pas de village. Vous allez envoyer les enfants pour s'acclimater, pour un peu apprendre ce qu'on vit au village. Maintenant, ou alors, si vous êtes en ville, comment il y a d'autres, comment je vais dire, d'autres jeux, d'autres trucs entre copains, comment ils peuvent s'amuser à ce moment-là, à cet âge-là. Maintenant, ce qui m'intrigue également, on en parlait encore hier, c'est le dialogue entre les époux. Entre les époux. Pourquoi à ce moment-là, on arrive jusqu'à casser le téléphone? C'est ça, je dis, il ne faudrait pas qu'on en arrive à ce niveau-là, au point où de casser le téléphone. Oui, c'est un aspect à évoquer parce que les deux époux ne se sont pas accordés sur le sujet. Il faut dire, Sam Séverin, que l'homme a émis dans la première phase du dialogue un non catégorique. Un non qui n'était pas censé faire l'objet d'une quelconque discussion. C'est la femme qui, par entêtement, a décidé, je vais le dire avant que Meggy ne se mette encore à crier, que par entêtement qui va acheter le téléphone et qui ramène à la maison. Parce que là, elle s'est entêtée, elle a voulu démolir, elle a voulu défier son mari, et son mari n'a pas accepté ce défi. Mais moi, je vais dire ça, c'est vrai. Quand vous regardez aujourd'hui, c'est le mimétisme de la société qui pousse certains parents à se comporter comme cela, comme les mamans. Vous allez voir que l'enfant même a eu des difficultés, les parents ont des difficultés à payer la pension, à achever la pension scolaire des enfants. L'enfant n'a pas eu tous ses livres durant l'année scolaire. L'enfant a un déficit. Un déficit mental sur certaines matières. On ne parvient pas, c'est-à-dire qu'il ne parvient pas à atteindre, on va dire, il n'a pas eu à avoir les bonnes notes, peut-être en mathématiques, peut-être en sciences. Il faut faire une remise à niveau. L'enfant n'a pas eu la possibilité de jouir de tout ce qu'un enfant peut jouir pendant la période de classe. Et en fin d'année, la maman, parce que les enfants vont se rencontrer, ils vont sortir, on va offrir un téléphone à un enfant. Je pense qu'à ce moment, on devrait plutôt offrir des cours de remise à niveau, on devrait plutôt permettre à l'enfant de pouvoir, n'est-ce pas, Sam Séverin, atteindre ce qu'on veut pour l'année prochaine. C'est-à-dire, soit mettre un répétiteur, cet argent va aider, parce qu'après on a offert un téléphone à l'enfant qu'il faudra le charger. Je crois que l'argent, tout cet argent qui va servir à recharger le téléphone, peut aider à prendre un bon répétiteur, comme Maman disait. De toute façon, c'est clair, on n'a pas besoin d'imaginer un téléphone entre les mains d'un enfant de moins de 10 ans. Donc, c'est proprement... je vais pas utiliser le même terme que Meggy, mais on dira que c'est maladroit, c'est très malvenu. Maintenant, pour ceux qui sont à l'adolescence, là encore, il faut aller voir quelle est l'opportunité pour des enfants qui restent à la maison et qui peuvent avoir besoin de joindre leurs parents absents. On peut avoir un téléphone fixe à la maison, un seul, à portée de tout le monde, c'est-à-dire qu'il ne doit pas appartenir à un enfant spécialement. Non, Sam, tu sais que voilà pourquoi les blancs nous dépassent. Ah non, juste le téléphone coûte combien? Il y a le téléphone de 5 000 francs au marché. Si je parviens à faire plaisir à mon enfant, pourquoi ne pas le faire? Le don n'est pas bien. Je peux ne pas être l'enfant me bip, j'appelle. L'enfant me dit, maman, telle chose s'est passée comme ça, que d'aller
que d'appeler le voisin pour que le voisin vienne chez moi voir pour aller dire. C'est mieux d'acheter le téléphone. Il y a le téléphone fixe à la maison tendance. S'il y a le téléphone fixe, il y a le téléphone de 5 000 francs. S'il n'y a pas la possibilité d'acheter le téléphone fixe, j'achète le téléphone de 5 000 francs, je donne à mon enfant. Si l'enfant est éveillé, le problème est où? Le problème n'est pas dans ta capacité à pouvoir le lui offrir. On dit sur les effets et l'utilisation qui a un effet, c'est ça le danger. Quand je donne le téléphone à l'enfant, il dit bébé, je t'appelle, je peux t'appeler. Ma famille même peut l'appeler, ma mère même peut l'appeler, même son père peut l'appeler. Bon, alors, on peut trouver une solution. Meggy a parlé des androïdes, ce sont les androïdes qui posent le plus de danger. Donc, on peut s'attendre sur le téléphone de 5 000 francs. Là, ça dépend de mes moyens. Ou alors un téléphone qui ne sert qu'à appeler et à recevoir sans application, sans possibilité de se rendre. Les enfants sont tellement compliqués que vous, parents, vous avez un téléphone Android que l'enfant maîtrise bien. Vous allez lui acheter un autre téléphone, vous lui offrez, il va vous renvoyer son visage. Ça ne servira à rien. Mais il renvoie au visage. Je dis, l'enfant renvoie en disant qu'il ne veut pas, il veut la qualité de mais il n'aura plus rien du tout. Je dis non, je reste sur le principe cartésien. Pas de téléphone. L'enfant a d'autres activités, il y a des activités ludiques qu'on peut occuper l'enfant durant toutes les périodes de vacances. Et au-delà des activités ludiques, il y a des programmes qui sont proposés aujourd'hui par des congrégations religieuses parce qu'il faudrait aussi pensez à mettre vos enfants sur les sentiers de la foi. C'est important en cette période et ça a été rappelé dans certaines paroisses dimanche dernier d'ailleurs. Il faut aller inscrire vos enfants parce qu'il y a trop de choses, trop de déviance. S'ils ne peuvent pas aller au village pour aller aider la grand-mère à aller puiser de l'eau, aller dans les champs comme c'était de notre époque, aujourd'hui, si vous avez des enfants qui restent en ville, alors attachez-vous à leur... Et surtout, je ne peux pas accoucher mon enfant. L'enfant souffre quand je vis. Ouais. Je ne peux pas être là. Les enfants de mes copines ont le téléphone. Mon enfant n'a pas aussi le téléphone. Voilà, et c'est justement ça, ce suivisme-là, des choses qu'on fait par snobisme. Voilà, et ça arrive dans des écoles où vous voyez des parents qui achètent des choses que les enfants même n'ont pas demandé, juste parce que l'enfant de tel a telle chose, il faudrait que son enfant... C'est-à-dire qu'ils essayent de satisfaire leurs égos à travers les enfants. Ce que Charles Amel a appelé le mimétisme. Est-ce qu'il y a quelques messages sur ce sujet, Meggy, parce qu'on va passer à la colère? Oui. Oui, il y a des messages. Bonjour, le téléphone n'est pas conseillé pour un enfant de 7 ans dans la mesure où cela pourrait nuire à l'éducation de celui-ci par le biais des réseaux sociaux, encore moins pour un adolescent car c'est une période de crise. C'est Axel qui nous écrit. Très bien, on est d'accord là-dessus. Il vient de casser le téléphone. C'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Tu viens, tu me casses le téléphone. Est-ce que l'enfant sait même laver les assiettes? C'est la sueur de mon front. Il doit apprendre à laver les assiettes, à balayer la maison. Le téléphone lui sert à quoi? Il aura besoin du téléphone quand il sera ingénieur médecin demain. Mon enfant, la sueur, mais 9 mois de grossesse. Autre message, Meggy. Rappelez-vous, Sam Sévérin, de ce problème qui avait défrayé la chronique. Nous étions dans les années 2005-2006 au lycée général Leclerc, ce commandant de brigade qui, parce que le surveillant général avait réquisitionné le téléphone, avait récupéré le téléphone de son enfant, qu'on avait envoyé du temps des États-Unis, était arrivé jusqu'à sortir son arme, menaçant en lui disant que s'il lui est pauvre, ce n'est pas tout le monde qui est pauvre, de remettre le téléphone à l'enfant. Pourtant, le règlement intérieur l'interdisait. Donc il y a des défiances qui même ici, à Fête-Sacré, pour ne pas le citer, il y a un enseignant qui avait été renvoyé par le principal, même parce que l'enseignant a osé confisquer le téléphone de l'enfant, qui sonnait et que l'enfant a dit « je vais répondre ». C'est important, les règlements intérieurs aujourd'hui, dans les établissements scolaires, il faut systématiquement interdire l'usage du téléphone. Un autre message, voilà, un téléphone à un enfant de 7 ans, c'est impensable, tant pour des raisons sociales que psychologiques, que physiologiques, pardon. Cela entraînerait des rébellions et une impossibilité de contrôle des parents. Et aussi à cet âge-là, le cerveau de l'enfant est encore en plein développement et les ondes électromagnétiques seraient nocives pour les synapses dans le système nerveux. Donc à l'âge d'environ 18 ans, c'est-à-dire en classe de première ou terminale ou encore au supérieur, pour cause de nécessité due au cercle d'influence de l'enfant, déjà que à ce niveau-là, dans la plupart des procédures administratives ou académiques, on demande un numéro de téléphone aux élèves ou étudiants. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer d'enregistrer vos nombreux messages sur les différents sujets évoqués.
Au cours de ce programme, le prochain sujet est donc articulé autour de la colère. Et ce matin, on aborde un sujet assez vaste parce que nous aurons largement le temps de nous y étaler. Ça concerne donc la malgouvernance au Cameroun. Voici la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour sur la question de la malgouvernance dans ce pays. Depuis longtemps, on parle de malgouvernance. Qui gère quoi, comment? On parle des directeurs qui ont mis plus de 19 ans à la tête de différentes entreprises. On parle des cumulards et tout récemment d'une possible dévaluation du franc CFA Afrique centrale qui amènera 1 euro si cela est signé par Emmanuel Macron à 1300 francs CFA. Mon Dieu, comment y arrive-t-on? Je m'interroge sur les principes qui fondent la démocratie en Afrique. Même si au Cameroun on parle d'une démocratie à fort élan présidentialiste, excusez-moi du peu, dites-moi vraiment qu'est-ce qui a manqué ou qui manque à notre chef de l'État afin de développer efficacement le Cameroun d'aujourd'hui. Comment comprendre le fait que nos dirigeants ne réalisent pas qu'un pays très endetté ne puisse dans un avenir très proche devenir émergent s'il n'opte pour une politique tout autre? Comment comprendre le fait que le Cameroun tout entier paye à cause des politiques de gouvernance mal conçues, mal pensées, très mal appliquées par les pontes du régime, véritablement Sabitou? Comment comprendre le fait qu'il n'existe pas de culture de bilan au Cameroun? Comment comprendre le fait qu'au Cameroun, les ministres arrivent, font ce qu'ils veulent, comme ils entendent, jusqu'à ce qu'on les enlève, avec comme seule crainte de se voir convoqués par le tribunal criminel spécial? Comment parler de bonne gouvernance avec une classe politique d'une autre sensibilité, vieillissante et inefficace, avec les ratés que les Camerounais connaissent aujourd'hui? Comment comprendre qu'aucun ministre de ce gouvernement, qu'il s'agisse du ministre de l'économie, de la culture, des finances, de l'agriculture, du tourisme, de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de la communication, des postes et télécommunications, des transports, des affaires sociales, de la justice, n'ait présenté depuis des années aux deux assemblées du pays son projet de loi de réforme? Comment comprendre que tous les secteurs de ce pays soient touchés par l'épineux problème de malgouvernance, éducation, sécurité sociale, santé, infrastructure et même culture? Mon Dieu, comment entrevoir le bout du tunnel devant cette spirale de mauvaise foi gouvernementale qui sublime le fait que le mal du Cameroun est le Camerounais au bas de l'échelle? Comment entrevoir le bout du tunnel à travers l'organisation des fêtes permanentes, la distribution à ciel ouvert de l'argent liquide, les contributions pour des meetings géants, les multiples messes d'action de grâce pour remercier le Créateur? Comment le Cameroun, dont le système politique est très stable et fortement structuré, en est-il arrivé à ces pires formes de déprédation qu'on ne voit que dans des régimes délités et incontrôlables? Comment comprendre l'inertie et l'affectation des 2/3 du volume des actions de notre gouvernement dans de futiles réunions, manifestations festives, séminaires, colloques, forums qui posent tous des problèmes? Pose de première pierre, construction des clôtures, autres missions de renforcement des capacités. Peut-on parler de bonne gouvernance dans un pays qui n'a réussi qu'à produire deux types de monstres, le savant de pacotille et l'héritier politique? Peut-on parler de bonne gouvernance face aux commissions parasitaires qui gravitent autour de grands projets, les missions à l'étranger, les somptueuses limousines offertes aux responsables, sans compter le mode de vie extravagant des prestataires des marchés publics? Peut-on parler de bonne gouvernance dans un pays gangréné par la distraction des fonds, violation de la réglementation dans la passation des marchés publics, livraison partielle ou fictive, déficit de caisse, cession irrégulière ou distraction des biens meubles de l'État, engagement des structures de l'État dans les dépenses manifestement ruineuses, octroi des avantages indus, surfacturation, certification des états financiers dont certaines prestations se sont avérées fictives dans les entreprises publiques, non-reversement à la CNPS des cotisations sociales, recrutement irrégulier du personnel, non-prélèvement ou non-reversement des impôts et droits de taxes par les gestionnaires de fonds publics, dépassement non autorisé des crédits budgétaires. Quel est donc finalement le rôle des multiples cellules anticorruption dans nos ministères? Car, nous avait-on dit, c'était les piliers de la bonne gouvernance. Alors, le sujet est tellement vaste, Mbombo, que je ne sais par quel bout commencer par l'analyser à la suite de Charles Armel.
On dira d'abord qu'on peut s'attarder sur les tout derniers résultats au plan économique aujourd'hui, les dernières actualités qui nous renseignent de ce que les clignotants sont au rouge. On est sous ajustement structurel parce que les politiques publiques de développement n'ont pas été bien menées. Et hier encore, on a procédé à l'évaluation du fameux DSCE autour du ministre Louis-Paul Montazé qui en avait été l'inspirateur principal pour reconnaître de sa propre bouche qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités en cette matière. Et pourtant, on a toujours parlé de corruption comme l'une des choses qui empêche cette bonne gouvernance. Et il y a toute une batterie de choses qu'on a créées pour lutter contre cette corruption-là, le CONSUP, la NIF, la CONAC, le TCS, et même qu'il y avait à l'époque un programme national chargé de la bonne gouvernance aux côtés du gouvernement, et c'était piloté à l'époque par Dieudonné Oyono, l'ancien recteur de l'université de Douala. Alors, comment ça commence où et ça s'achève où au niveau des résultats catastrophiques auxquels on a droit aujourd'hui? Oui, ça commence en juin 1995, lorsque le président de la République fait un discours, il annonce le bout du tunnel. Les projecteurs sont au rouge, tout le monde s'étonne. On dit, mais le tunnel duquel parle le président de la République, est-ce l'entrée ou la sortie? Et à la fin de l'année, décembre 2015, notamment le 31 décembre, il fait un discours, il annonce ce que vous avez dit, le programme national de gouvernance, sous l'instigation du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement. L'agent de la norme, l'agent de ceci, bon, pour constater, comme vous l'avez dit... Et chaque ministère devait avoir des feuilles de route voilà, par la suite absolument. Et donc, pour constater donc aujourd'hui qu'en fait, c'était un coup d'épée dans l'eau. Il n'y en a rien abouti, puisque même le programme, comment on appelle, la lutte contre la corruption, la CONAC, voilà, la CONAC, c'est eux qui sont les signataires de la CONAC. On sait là où on aboutit aujourd'hui, rien, c'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire on revient comme en janvier 95, comme vous disiez, les projecteurs sont au rouge. Alors, avant Megui Tendance, on a remarqué, parce que j'ai cité la CONAC et toutes ces batteries, toutes ces personnalités, on a un pays où on se moque de nous sur la scène internationale parce qu'on a tout un gouvernement dans les prisons. C'est quoi le problème? Pourquoi les dirigeants de notre pays n'ont pas pris les bonnes mesures pour bien gérer? Tu demandes que je vais te dire quoi, Sam? Ici au Cameroun, chacun fait ce qu'il veut. Tu as oublié certains... Sam, tu as oublié certains... comment on les appelle? Il y a certains fonctionnaires qui ne sont jamais en retard, qui ne sont jamais à leur rendez-vous. Soit pour aller voir un fonctionnaire, tu attends jusqu'à pour toi dire. Ils ne sont pas pressés. Hein. Tu veux voir un fonctionnaire, non, à l'heure de sa pause, même pas la pause. Il est vraiment au bureau, mais il ne te reçoit pas. Il dort, il passe 3-4 heures de temps. Pendant que tu es dehors, tu l'attends. Il sonne, il te dit, madame, je ne vais pas vous recevoir aujourd'hui, je vais vous recevoir plus tard. Pourquoi? Ça va changer dans ce pays. Quand vous êtes dans les ministères, là, c'est pour nous. Aujourd'hui, tu vas voir un DG dans un bureau. Les secrétaires des DG, je vais dire à vos DG que si vous manquez encore le respect aux gens, on vous chasse. Parce que le travail est dur dehors. Quand vous partez chercher le travail, vous pleurez quand vous donnez le travail, vous croyez que vous êtes le King Kong. Non. Vous allez recevoir tout le monde. Tu peux avoir un boss, la secrétaire qui te regarde du pied jusqu'à la tête, sans te poser la question. Tu dis une question, pourquoi tu me poses la question? J'ai appelé ton boss, non, avec toi. Que j'arrive là, tu me regardes d'abord, madame, vous avez rendez-vous pourquoi? Et vous l'avez appelé, ça se passe comment? Vous allez parler de quoi? Comme quoi? Tu es là pour annoncer au boss que mademoiselle, quand il est dehors, ou tu es là pour demander ce que je suis venu faire? Non. Je ne suis pas quand même mettre et débarquer dans un bureau, ça. Quand je viens, ça veut dire que j'ai rendez-vous avec ton patron. Ce que tu as à faire, c'est que il faut annoncer que boss, il y a telle dame dehors pour qu'on me reçoive. Pas de me faire attendre encore, je monte la garde comme si c'était une malheureuse. On va vous chasser. Vous les secrétaires là, je vais lancer le communiqué minute by minute. Ça pose donc le problème de la qualité du service public. Donc c'est on parlait récemment au niveau de l'accueil, parce que ça commence par là aussi, sur les responsabilités qu'ont les uns et les autres pour gérer la cité aujourd'hui. Alors, les fonctionnaires à l'ESA, vous vous moquez de qui de moi? De qui se moque-t-on? Si j'arrive dans le bureau d'un fonctionnaire, je vais tout dire ça. Il me regarde mal ou il se comporte mal. Je prends son nom on a compris, à la télé. Tu l'as déjà dit, merci. Yaoundé va t'interpeller. La malgouvernance Megui, ça se décline également autour de la batterie de structures, les agences, les comités de pilotage et autres qu'on a mis en place à côté des structures traditionnelles qui doivent gérer normalement les différents secteurs. Donc on a encombré le dispositif institutionnel et même des directions générales et assimilées pour
très peu de résultats malheureusement. Pour très peu de résultats et surtout pour embrouiller au mieux les Camerounais. Hein. Voilà, on nous embrouille, on ne sait plus qui fait quoi, qui est qui. On ne sait plus, c'est tout un imbroglio comme ça Il y a par exemple le PNDP, Programme National de Développement Participatif. Voilà, il y en a tellement. Donc on ignore même l'existence en fait. Mais il faut dire quand même que la malgouvernance, c'est pas propre au Cameroun. Les pays africains sont tous, ploient tous sous le poids de ce fléau. Voilà. Il faut dire aussi que ça remonte quand même à plusieurs années quand on voit des chefs d'État africains qui ont été assassinés. Parce que ça, c'est des causes profondes. Des chefs d'État africains aujourd'hui qui n'ont pas les mains libres, qui parfois, dont les décisions parfois viennent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent pour leur pays. Parce que ça ne sert à rien de toujours aussi les condamner. Ils sont condamnables, mais il faut voir, est-ce qu'ils ont la possibilité de faire ce qu'ils peuvent pour leur pays, quand on sait que les décisions qu'ils prennent sont souvent dictées par l'Occident. On se rappelle, on a eu des chefs d'État charismatiques tels que Lumumba, Mathieu Kérékou, ils ont été assassinés parce qu'ils voulaient faire valoir leurs idées pour le bien de leur pays. Et c'est ce qui continue, ces chefs d'État qui sont emprisonnés, qui ne peuvent pas vraiment se déployer. Mais maintenant, ça c'est l'une des raisons, Megui, on peut être d'accord avec toi. C'est l'une des raisons. Maintenant, les causes sont celles qu'on peut voir, les nids de tension pour ce qui est du Cameroun, les nids de tension qu'on voit ça et là, sud-ouest, nord-ouest, justement, qui découlent des politiques de gouvernance mal conçues, mal pensées, mal appliquées, la corruption qui mine tout. L'individualisme, Charles Armel, la quête effrénée du profit. La concentration du pouvoir entre les mains de quelques personnes. Ça, tu arrives dans une entreprise, tant qu'il y a le chef qui n'est pas là, rien ne peut avancer. On a parlé ici des microfinances, des établissements de microfinance. Voilà, on parlait justement de ce qui se passe dans les microfinances. Pourquoi est-ce qu'elles ferment? Parce que justement, on a des PCA qui ont tout le pouvoir. C'est les PCA qui ont les clés du coffre-fort. Quand ils ne sont pas là, rien ne peut avancer. Ils octroient des crédits à tort et à travers. Ils manipulent l'argent des gens comme ils veulent. Ils s'en servent comme ils veulent. Et l'absence de contrôle. On ne contrôle rien, il y a un laxisme patent. C'est que chacun, quand on le place quelque part, il fait ce qu'il veut. Il estime qu'il n'a pas de compte à rendre aux gens. Le peuple est là, il observe comme ça, impuissant. Et en cela, je vais prendre là, vous avez chuté. Pourtant, l'opération Épervier est venue pour corriger les comportements, les mentalités, pour que chacun ait peur de faire n'importe quoi. Est-ce qu'on a eu le sentiment... Est-ce que l'opération Épervier, c'est seulement pour... disons que c'est ce qu'on nous a dit à la base, c'est-à-dire que les arrestations et autres... Assainir les mœurs publiques. Si réellement ça avait été le cas, je pense, Sam Sévérin, qu'aujourd'hui on ne parlerait pas d'un seul voleur. On n'en parlerait plus. Mais ce n'était pas le cas parce qu'on s'est très vite rendu compte que les orientations étaient tout autres que celles qu'on avait imaginées. Dites-moi un peu, Sam Sévérin Ango, vous êtes dans une république comme celle du Cameroun où vous avez des directeurs qui ont mis 19 ans. On soulevait la question de Jean-Louis Bemengue qui a mis combien d'années à l'ART? Il a fait combien de mandats, Sam Sévérin Ango? On parlait hier du Conseil économique et social qui est là depuis 33 ans. Il est arrivé, il est âgé aujourd'hui, je pense bien de 61 ans, je pense bien, quelque chose comme ça. Sam Sévérin, il est à la tête de ce département. Qu'ont-ils produit? On va parler d'un membre de la commission comme Emmanuel Zété, qui est délégué du gouvernement, de la ville de Bafoussam. Que devient Bafoussam aujourd'hui? On va parler de Oumarou, qui est maire de Konsamba 1er. À quoi ressemble la ville de Konsamba? Sam Sévérin, ils sont nombreux, ceux-là qui restent, les cumulards, qui restent assis, qui consomment sans rien faire. Vous avez des gens qui sont là depuis 20 ans, des milices qui sont là à graviter tout autour du chef de l'État depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut apporter qu'on n'a pas pu donner en 3 ans, qu'on va apporter en 20 ans? À un moment donné, il faut savoir faire la place et laisser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons ce que j'appelle des réunions festives inutiles.
des forums et des forats inutiles. Nous avons des séminaires que l'enforcement à l'époque avait interdit cette façon de faire. Il était contre les séminaires inutiles, comme vous le dites. Mais ça n'a pas cessé. Tous les jours, ces derniers temps d'ailleurs, tous les jours, il y a un séminaire, quelque chose qui se passe ailleurs. Voilà, on parle de renforcement de capacité. On parle du séminaire sur le numérique, forum sur le numérique, forum sur le booster, les capacités managériales, forum sur... C'est ça, voilà ce pays, voilà ce dans quoi on va. Vous avez des poses de première pierre inutiles qu'on retrouve. Pour une pose de première pierre, il faut déplacer toute une équipe, il faut la sécurité, il faut baliser, il faut louer les hôtels, les restaurants. C'est trop, Sam Sévérin. Les descentes, les tournées des ministériels, il faut qu'on arrête tout cela, ça nous prend énormément. Vous avez un autre point, les commissions. Alors là, le Cameroun depuis 10 ans passe pour être champion. Commission spéciale de supervision de, commission spéciale d'organisation, commission spéciale d'analyse, de décryptage, commission nationale pour la promotion de X, commission nationale avec des budgets faramineux, Sam Sévérin. Sam Sévérin, je dis, c'est grave. Alors, Minader, depuis 2009, on n'a pas posé, on n'a jamais demandé au ministre, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, qu'est-ce qu'il a fait des 200 milliards qui avaient été subventionnés, Sam Sévérin, pour les multiples projets. On a parlé du projet du maïs, c'est parti où? Pourtant, même au Cameroun, dans toute l'Afrique centrale, le Cameroun, le maïs est censé pousser, même sur le rocher. Vous mettez la terre du Cameroun. On se demande aujourd'hui. Je vais revenir à vous, Charles Lamel, parce que je vais rebondir sur, vous avez évoqué le cas du maire de Konsamba, premier El Hadj Oumarou, parce que dans ce pays, il y a également l'impunité et les protections dont jouissent certaines personnes très haut placés ou bien qui sont membres d'organisations politiques aussi. Le cas de El Hadj Oumarou à la tête du BGFT, parce que c'est une grosse arnaque à ciel ouvert qui devait nécessiter le déclenchement de poursuites, mais on n'a rien vu venir pour la gestion chaoteuse et chaotique du BGFT, des détournements journaliers en termes de millions, on parle de milliards au cours des dernières années. C'est un dossier que vous avez connu. C'est quelque chose qui relève de la malgouvernance au Cameroun. La CONAC a parlé de 200 milliards en 5 ans. Donc, voilà, pour le BGFT. Pour le BGFT. Voilà. Et que Douala seul donne 150 millions par jour. Bon, je ne sais pas. Non, effectivement, voilà donc, vous avez bien fait de relever cela. Voilà quelque chose qui a semblé être encadré encore en 1993 par l'actuel ministre de la Communication, qui était à l'époque ministre des Transports, Issa Chiroma. On soupçonne que comme il vient de l'UNDP, c'est peut-être pour financer son parti. En plus, il démissionne de l'UNDP pour créer l'ANDP. On soupçonne, on reprend. L'actuel ministre délégué au transport était le premier directeur du BGFT à l'époque, Mefilo Oumarou, voilà, qui avait comme PCA Emmanuel Ledou, qui était au Conseil national des chargeurs du Cameroun. Voilà l'argent que l'État crée. Et les transporteurs leur proposent mais non, comme nous utilisons les chauffeurs qui vont en Centrafrique, au Tchad, vraiment nous n'avons pas la possibilité de les affilier à la CNPS. Créons donc une caisse, on verra si on peut transformer ça sous forme de FECOM pour les communes ou alors de CNPS pour ceux qui travaillent. Effectivement, Moutagé, le ministre Moutagé à l'époque, à la primature, il crée quelque chose de bon, mais on ne fait rien. On laisse l'argent couler comme ça, couler. Et aujourd'hui, c'est une vraie nébuleuse. Absolument. On ne sait pas. Absolument. Est-ce qu'on pourra même en sortir un jour? Voilà. Alors qu'on parlait de la gestion saine et de l'économie au Cameroun, dans ce qu'on appelle le programme national de gouvernance. Et le montant, j'ai mal à l'estomac. Oui, tendance. Quand tu prononces le montant comme ça, j'ai mal à l'estomac. Si je chute, pardon, laisse le montant. C'est des fortes sommes. Je n'ai jamais touché une somme comme 500. Je n'ai jamais touché 2 millions, que c'est pour moi, il ne te manque pas. Je n'ai jamais touché. Mais quand tu cites encore les montants comme ça, je peux tomber ici sur le plateau. C'est ça le problème, tendance, c'est que tout dans ce pays, c'est en termes de milliards. En termes de milliards, quand on parle de détournement, on ne sait pas ceux qui ont la chance de manipuler ces montants. Alors que le premier ministre Mafani avait dit à l'époque, je pense que c'était au chapitre 3, l'obligation de rendre compte. Voilà. C'est lui-même qui avait fait la préface de leur livre-là en disant gestion économique et financière saine, avec l'obligation de rendre compte. Maintenant, moi, je vais faire, vous allez déclarer vos biens. On va voir qui est à partir de demain. Si je veux. Article 66. Oui, on avait d'abord dit, après le pas fait comme si le pas oublié. Comme vous voulez encore que je rappelle,
Je vais rappeler, c'est vous allez déclarer. Des articles qui n'existent que de nom. Alors, on est au cœur de cette malgouvernance et c'est celle-ci qui fait en sorte que certains projets dits structurants qui avaient été imaginés à l'orée de ce mandat en cours, ce septennat du président, sont restés donc la plupart du temps inachevés. Le deuxième port sur le Vouri, on ignore la date de livraison des travaux. Le port autonome des crédits. Ils ont parlé du 31 décembre 2000. De cette année, ouais. Oui, bon, on attend de voir. On a repoussé, oui. Voilà, mais on peut continuer l'énumération de tous ces grands projets. Aujourd'hui, Charlemagne Batchou, qui n'arrive pas à être concrètement implémenté sur le terrain. Donc, résultat de cette malgouvernance. Alors, si vous me parlez des projets qui ont été initiés il y a 10 ans, je vous dirais que ça n'existe pas. La majeure partie des projets qui sont en train de réaliser, c'est des projets qui appartiennent, qui ont vu leur, qui ont vu leur inscription dans les cahiers de charges à partir de 1980. Ça me sévère. En termes d'innovation, il n'y a pas d'innovation. Je ne peux pas parler d'innovation quelconque. Ces projets vont être achevés, rassurez-vous, Sam Sévérin, en 2018. C'est-à-dire à l'orée 2018, vous allez voir comme par magie, ça va finir parce qu'on se prépare pour la campagne électorale. Donc rassurez-vous, ces projets vont finir. Pour le moment, on est en train de jouer. Rappelez-vous pour la CAN féminine, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué au dilatoire dans la dernière minute. Au moment où il fallait lancer, vous avez vu, on a accéléré. C'est comme ça qu'on fonctionne au Cameroun, Sam. Je vais parler de ces intellectuels. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'au Cameroun, on n'a que deux types de monstres. On a couché deux types de monstres. Le savant de pacotille et l'héritier politique. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des individus, les intellectuels camerounais sont subitement devenus aveugles, sourds et muets. Regardez, ceux qui gueulaient en début d'année 2015, ils gueulaient non le chef de l'État, non la politique du gouvernement, ils sont où aujourd'hui? Silence total. Sur la toile, aucune discussion. Allez les fouiller, vous allez vous rendre compte qu'ils ont la bouche pleine. Ils sont en train de manger. Les gars ne proposent plus. Les intellectuels camerounais ne proposent plus. On se rappelle de la verve de quelqu'un comme cet écrivain qui est décédé camerounais, qui est décédé et dont la femme même a refusé de prendre Mongo Betty. On se rappelle de la verve avec laquelle Mongo Betty décriait l'ensemble des choses. On se rappelle de la verve avec laquelle les grands intellectuels de ce pays, à un moment donné, montaient sur la chair pour dire même non. Même Wonan Guinée, il a un peu édulcoré son discours. Je n'ai pas, je n'ai pas envie de le citer. Je n'ai pas envie de le citer parce qu'on sait depuis quand il a retourné. Je ne sais pas si on peut parler de retourner mais la veste. Souffrez que je mette ça entre guillemets parce que ça, c'est des interrogations. Donc, pour dire ça, c'est vrai que subitement la presse intellectuelle est devenue sourde. Ouais. Nous avons des gens aujourd'hui, vous entendez dans un système démocratique, on va parler de dauphin. Le dauphin de... Voici le dauphin, celui qui peut remplacer. Voici, je m'interroge. Le parrain. Non, voici celui-là, il est quand même dans les faveurs du chef de l'État. Non, si jamais quand on entrevoit, ça peut être tel qui peut être président de cette République. Mais ça me sévère. On parle de quoi là? En Afrique, on se retrouve avec des gens où dès que le chef de l'État meurt, c'est son fils qui remplace aussitôt. Mais qu'on arrête un peu. On parle de démocratie. Parlons toujours de malgouvernance, c'est la question des routes. Bon, restons dans la zone urbaine, hein, le réaménagement des routes. Pourquoi est-ce que les nids de poules et les nids d'éléphants apparaissent-ils assez régulièrement? Peut-être parce que le goudron qu'on a mis n'a pas été fait de très bonne qualité. Ouais, c'est la mauvaise qualité, c'est des déchets qu'on utilise pour faire nos routes. Ils n'achètent pas la bonne qualité. C'est tout comme les maisons. On voit des immeubles aujourd'hui qui s'écroulent parce que justement les entrepreneurs n'utilisent pas le matériel adéquat. Ils ne respectent pas les normes. Donc, c'est autant de choses et qui sont faites au vu et au su de nos autorités, qui laissent faire, parce que chacun, tout ça, ça tourne autour de la corruption. Parce que chacun va venir essayer de gratter un peu, Il vient, oui, je constate que la route que vous êtes en train de faire, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui... Non, écoutez, ne regardez pas trop, ne soyez pas trop regardant, vous aurez quelque chose aussi. Vraiment, et le tout dernier scandale, c'est sur la route qui traverse l'hôpital général Bédi. On ne sait pas qui a gagné ce marché. Papa, là-bas, c'est le c'est en train d'être très mal fait. Même les malades qu'on amène de ce côté de l'hôpital général, non, ils meurent parce que la voiture les balance en route. Mais oui. Le plan, non, qu'ils prennent l'argent, on vaut des budgets, on leur donne. Mais ils ne dosent pas bien le ciment. On va pour vous dire le contraire. Les routes obscures, pas éclairées. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée précisément lorsqu'on met ce programme national de gouvernance. On nous dit l'accord de coopération bilatérale avec le Japon. On définit en 3 étapes, TICAD 1, TICAD 2, TICAD 3. Les Japonais constatent ce que vous avez dit là. Ils ont dit, on va vous aider à construire des écoles primaires, mais nous les construisons nous-mêmes. Rendez-vous compte, vous avez vu les écoles primaires conçues par des Japonais. Ils vous disent, on ne vous donne aucun sou
Nous les construisons nous-mêmes. Regardez, dans un pays, Guy parlait tout à l'heure de la pression qu'on a sur le plan international. Effectivement, on ne peut avoir cette pression que parce que l'argent que nous volons ici, nous gardons encore ça dans leurs banques là-bas. Comment le Japon, à un moment donné, après Tika, le Japon a dit, je ne continue plus. Je ne continue plus. Or, là, on avait parlé du NEPAD, c'était un nouveau partenaire économique pour le développement de l'Afrique, où on voulait nous engager. C'était donc ce programme qui amène le développement des infrastructures. Le Cameroun n'a encore bénéficié d'aucun sou, précisément parce que les mécanismes de contrôle de ce qu'on peut donner dans le développement des infrastructures, il n'y en a pas. Qu'en est-il du courage des droits de Douala, parce que des populations devaient être déguerpies, sur financement de, je crois, l'Agence française de développement, de la Banque mondiale et du Banque mondiale. Alors, où en est-on aujourd'hui sur ce dossier? Mais c'est bloqué là. Justement, on avait commencé les travaux au moment où les pluies commençaient. Puis notamment, là, vous avez parlé de la route de la Cité des Palmiers tout à l'heure. Effectivement, Carrefour de Cité des Palmiers avec le Condi qui passait, on a commencé à verser les pierres, le sable, quand les pluies avaient commencé à Douala, alors que la saison sèche était là, et l'autre drain de Lambopi qui va Makepe Moussoke, un certain nombre de choses. Les ingénieurs avaient dit qu'il fallait étudier le comportement des eaux pendant la période de pluie pour faire une bonne canalisation. Absolument. Mais l'autre truc, c'est que le remboursement, c'est-à-dire l'indemnisation avait été faite direct, par voie directe. Ça ne transitait plus par la communauté, ça ne transitait plus par... Ah oui, parce qu'on avait dit que le préfet du Bourri devait ouvrir un compte. Non, ils ont refusé en disant c'est eux-mêmes. Donc, parce qu'ils suivent les dossiers, notamment, et vous savez que quand l'argent transite directement de l'agence à l'indemniser, ça va s'arrêter. Sam Sévéran, je m'attendais, pour rester encore dans le même sujet, je m'attendais à ce que vous avez parlé des routes. Nous avons des ingénieurs de normes, nous avons des ingénieurs de qualité. Quel est leur rôle? On ne peut pas livrer un axe comme celui-là sans que l'ingénieur de qualité ne soit venu attester et certifier que l'axe est bon. Regardez tout Bonabéry. Aujourd'hui, le délégué de la communauté urbaine n'a pas réceptionné cet acte parce que l'axe jusqu'aujourd'hui n'est pas livré, n'a pas été livré comme il le fallait. On a créé des jardins kilométriques, on a divisé la route disant que c'était la piste cyclable. Vous ne comprenez plus qui est piéton, qui est mototaximan qui va passer. On se rappelait aussi, Sam Sévérin, que avec le cas Félix Antoine Samba, il devait être entendu, interpellé et on devait rendre compte aux Camerounais. Ça aussi, je pense que ça passe par une bonne gouvernance où on dit quelqu'un a un argent insolent. On apprend plutôt par des voix qu'il y a des gens qu'on a réunis à l'hôtel Hilton à qui on a distribué des sommes faramineuses pour pouvoir étouffer l'affaire. Comment est-ce qu'on se retrouve? Y compris certains journalistes de la place. À qui on a remis des sommes faramineuses pour étouffer l'histoire, ne plus parler, et c'est comme ça que l'histoire est descendue. On a eu tellement de scandales dans ce pays où le peuple, les populations attendaient les résultats. Je ne viens pas sur le dernier cas, mais alors on va prendre quelques messages sur ce sujet qui est notre grand dossier de ce jour d'ailleurs, parce qu'il s'agit d'une question sensible de la gestion de notre pays aujourd'hui, puisqu'on est en difficulté. Donc il faut faire ressortir tous les aspects qui nous ont conduits là où on se retrouve aujourd'hui par la faute de la mauvaise gouvernance en place aujourd'hui. Et peut-être aussi on évoquera tout à l'heure, avant de sortir de ce sujet, la décentralisation qui nous fait défaut. Parce qu'à ce niveau-là, on aurait bien pu éviter bien de choses. Megui. Voilà, Gaspard qui nous dit attention à ceux qui veulent se servir des postes politiques pour asservir le pays et se positionner. À force de prendre la chèvre pour le chien, on finit par lui donner de l'os. Suivez mon regard, il y a trop d'imposture. Pierre Gaspard. Quand un ministre vous dit je suis la créature du président de la République, vous allez dire quoi? Oui, voilà. La suite. Donc, au Cameroun, pour que les choses marchent dans le bon sens, nous devons nous référer sur le fait qu'on dit chez nous que dis-moi de quelle région appartient le leader, je te dirai le genre de gouvernance auquel tu auras affaire. Il est grand temps que le leadership change chez nous. Boris qui signe ce message depuis Bamenda. Non, mais je pense que nous avons des ministres compétents, Sam Sévérin. Nous avons dans ce gouvernement des personnes compétentes qui ont envie de travailler. Mais j'ai comme l'impression, quand vous observez, que ce qui
Et celui qui veut être normal va être considéré pour anormal, et celui qui est anormal est considéré pour normal. La preuve, regardez, je ne conçois pas que dans une ville, vous avez des médias qui au jour le jour décrivent la situation. Seulement quitter Douala pour Mbanga, vous traversez combien de nids de poules? Mbanga pour Loum, vous traversez combien de nids de poules? Loum pour Konsamba, vous traversez encore combien de nids de poules? Il faut calculer combien de personnes ou de personnalités ont vu les pneus éclater avant l'entrée en Konsamba avec tous ces nids, ces ponts qui risquent de s'affaisser. Vous voulez dire que le ministre nous dit mais ce n'est pas au courant? Non, non, je vais à la suite de Charles Amel pour prendre ces propos d'un ministre qu'il a dit à visage découvert. Il s'appelle Patrice Ambassala. Il a dit l'acte qui me nomme comme ministre de la République en 2004, en 2011, m'a donné des attributions. Je suis l'ingénieur de l'État. C'est moi qui dois, c'est-à-dire pas intitulé personne de quoi, il veut parler de son département ministériel, qui doit apprécier tous les chantiers, les travaux des routes, des grands chantiers. Mais on m'interdit de faire mon travail. Il a revendiqué ça par lettre auprès du Premier ministre, rien du tout. Il en a décidé ici au JICAM lors d'un séminaire là. Pas découvert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme disait Charles Amel, on lui a dit, mais attends, si tu fais quoi ici? Ce gouvernement, tu n'as rien à faire ici, va à la maison. Donc voilà donc quelqu'un, comme il disait, quelqu'un qui veut dire, mais il y a du travail à faire, je veux travailler. Laissez-moi travailler. On lui dit, tu n'es pas venu là pour travailler. Laisse les routes comme elles sont. Voilà. Et maintenant on vous dit que l'État du Cameroun a encore fait un prêt de 300 milliards pour la deuxième phase de port en eau de Kribi. Pour avoir quoi? Où on a placé les portiques. Les portiques là, alors que le fort ne fonctionne pas. Et 15 ans après, les portiques seront rouillés. On va justement sortir par cet endettement qui nous étrangle aujourd'hui. Mais tendance, on peut parler d'abord des mairies, parce que parlant de la malgouvernance également, on peut espérer qu'au niveau de ces collectivités territoriales décentralisées, que nos maires aient un peu plus de pouvoir aujourd'hui. Est-ce que toi qui les côtoies, hein, parce que je sais que tu en as... J'ai les amis, mais jusqu'à... Voilà. Moi, je vais leur demander de faire comme un Sam qui regarde encore, qui nous disent exactement ce qu'on fait avec l'argent des impôts et l'OTVP. Voilà les deux mots là que je vais mourir que pour ça. L'OTVP, c'est quoi? Oui, quand on paye l'OTVP, vous mettez l'argent de ça où? Les impôts, vraiment, il faut diminuer le coût des impôts au Cameroun. Tu veux même payer les impôts, on te dit que ta boutique où c'est mètre carré à faire quoi? Le gros français qui ne comprend pas. Je te dis que j'ai une boutique qui veut fermer ensemble à cause des impôts et le TVP. Oh, vous allez m'expliquer ça. On s'attend à la bonne gouvernance. On s'attend à quoi quand déjà même les entreprises locales ne peuvent pas exercer, ne peuvent pas fournir des prestations dans notre pays. Quand c'est des pays étrangers qui se disputent les marchés dans nos pays, la construction des routes, des ports, c'est des pays étrangers qui viennent imposer, qui disent je veux ce marché. Si vous ne me donnez pas ce marché, voilà ce qui se fait. Très bien. Donc la main-d'œuvre locale qui est délaissée au profit d'une main-d'œuvre étrangère pour les grands chantiers. C'est vrai qu'on parlera ici aussi de, je veux dire, leur capacité de l'aptitude que peuvent avoir les travailleurs camerounais à mener à bien. L'aptitude, l'État pouvait faire en sorte que ces individus aient plus d'aptitude. Ils vont dans les mêmes écoles que les Européens, ma foi. Les directeurs d'entreprise ici, ils ont fait leurs études à l'extérieur. L'État pouvait mettre en place des mesures pour justement accompagner les jeunes pour avoir ces compétences-là. Et ma foi, il y en a qui ont ces compétences. L'école des travaux publics, l'école supérieure nationale supérieure polytechnique, il y en a. Mais on est là, on croule sous le joug du franc CFA. Qu'est-ce que vous allez faire face à une France qui veut le marché de construction des routes, des ports, et vous ne leur octroyez pas ce marché-là, mais ils vous bloquent à partir de là-haut. Voilà, la gestion. Ce pays, il faut revoir ce qu'on appelle la convention de Noël. Il faut la revoir. Celle qui, jusqu'à ce jour, est entrée véritablement dans l'étude de Cameroun. Allez voir tout ce qui avait été prévu, ce qu'on appelait en France le Cameroun, la convention de Noël. Rentrons à l'intérieur, enlevons, extirpons la mauvaise graine et vous verrez, tout ira pour le mieux. On a vu des gens dire non. Nous, on a vu des gens dire, ok, je suis d'accord, le président dire, ok, nous levons ici, la pédale ici, nous levons, on laisse, mais là, vous ne touchez pas, parce qu'il faut procéder à la redistribution des richesses. Le peuple en a besoin. Pourquoi ici au Cameroun, c'est une seule partie, une minorité de personnes qui va vivre excellemment bien, permettez-moi l'expression, et d'autres qui vont vivre dans une misère, une décrépitude totale. C'est pas sérieux. Voilà, donc la gestion des EPA, établissements publics administratifs, ou alors les directions générales d'entreprise, on en avait parlé il y a quelque temps, c'est un des pannes aussi de cette malgouvernance exacerbée
ici chez nous, la plupart des directeurs généraux qui sont de la ad vitam aeternam, puisqu'ils sont souvent oubliés au-delà des mandats normaux, ne procèdent pas par des bonnes mesures en matière de gouvernance au sein de leurs entreprises. C'est le népotisme, le tribalisme, le favoritisme qui priment en plus de la corruption. Là-dessus, on peut parler, pour prendre un des derniers cas, deux derniers cas scandaleux, la Camwater et Cammer, voilà, Camerco si vous voulez. Aujourd'hui, l'État a reconnu avoir échoué dans la procédure d'attribution des actifs de Camwater à des étrangers de la CDE, les Marocains, pour se rétracter par la suite, donc constatant de ce fait qu'on n'a pas pu prendre les bonnes mesures en matière de privatisation sauvage par le passé. Aujourd'hui, on parle de Camerco avec un serpent de mer véritablement, avec l'encouragement malheureusement aussi du ministère de tutelle aujourd'hui, qui nous a vanté le mérite d'une nouvelle direction générale, alors même que les gens de Boeing, les Américains, n'étaient en rien mêlés véritablement au processus de redynamisation de Camerco. C'est un autre cas de malgouvernance, Bobok Bengana. Absolument, Sam. Et où tous les spécialistes en la matière nous ont dit, lorsque Thomas Dakaï Kamgaï était, il voulait revoir tous les contrats, y compris d'autres pièces détachées. On lui dit, tu nous fous le camp. C'est pas ça qu'on t'a envoyé faire. On a commencé donc des successions de ce terme aussi, hein, bon, qu'il faut bien restituer là. Non, je vous dis bien, puisqu'il faut le citer, Thomas Dakaï Kamga a dit au gouvernement, voilà, première des choses, vous allez dans des compagnies étrangères, vous payez cash. Quand vous voyagez par Camerco, il faut payer cash. Vous venez avec les bons que vous ne payez pas, que le trésor public ne veut vous endetter. Autrement, il faut revoir tous les contrats. On lui a dit non, tu n'es pas là pour revoir le contrat. Il y a une partie. Maintenant, on vient donc vous vanter les mérites d'un DG, de tel autre, et après, il s'avère que la compagnie n'arrive pas à prendre son envol. C'est là où on en est aujourd'hui. Et conséquence, on sort par là, M. Mbachou, le Cameroun est surendetté. Il y a eu un nouvel accord récemment au Parlement qui doit autoriser le président à procéder par ordonnance. Une ordonnance qui va relever le plafonnement au niveau de la dette. Et selon les derniers chiffres de la Caisse autonome d'amortissement, on est à un peu plus de 5 000 milliards, je ne sais pas trop, de dettes, on va dire globale, dette intérieure et dette extérieure comprises. On va encore aller s'endetter pour aller réaliser les projets qui sont en cours. Avec le budget de combien, ça c'est vrai? Notre budget est estimé à combien? Bon. On est endetté à 4 502 milliards total, pratiquement l'équivalent du budget de Cameroun. Le budget de Cameroun, c'est grave. Ça, Victor Hugo disait devant la bêtise humaine, plutôt que de pleurer, rire en vaut mieux. Je crois que c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous retrouver à rire et nous poser la question de savoir, tous ces savants, tous ces professeurs, tous ces spécialistes experts en économie qui tournent tout autour du chef de l'État, qu'apportent-ils? Je me rappelle ici là que le responsable syndicaliste de la Camer nous avait dit, qu'on avait reçu, nous avait fait comprendre qu'on ne peut pas tromper un chef de l'État. Mais j'ai l'impression que nous sommes dans ce sillage où véritablement beaucoup de choses, rappelons-nous, aujourd'hui on se rend compte, le Cameroun est en train de se rendre compte qu'on a fait une grosse connerie en privatisant l'ensemble des entreprises. Aujourd'hui on revient à la nationalisation. Mais de la même manière, comme disait tout à l'heure, on a terminé. Voilà. Nous revenons à la nationalisation des différentes structures. Donc à la fin c'est ce de renationalisation, effectivement. Voilà, le gouvernement et tous ceux qui tiennent les leviers de la gestion, aujourd'hui, devraient faire sa propre introspection. Ils devraient faire leur propre examen de conscience, comme l'avait recommandé d'ailleurs le chanteur Longuet à l'époque. Examen de conscience aujourd'hui de ce que vous avez fait du Cameroun. On a voulu... Voilà, nostalgie, ça nous rappellera bien de choses. Lisati, dont nous avons appris la nouvelle de sa disparition très tôt ce matin. Donc c'est une information Equinox, parce que vous le savez aussi, elle avait fait l'objet d'un suivi particulier de la part de toute l'équipe de production de l'émission à succès Regard Social que présente Eric Fernand Kouamo. Très touché d'ailleurs par la nouvelle de la mort de Lisati ce matin. Il n'a pas pu s'empêcher d'écraser une larme. Le rédacteur en chef TV et radio, on lui souhaite beaucoup de courage à Eric Kouamo. Et à tous ceux qui ont connu Lisati aujourd'hui, elle est donc finalement décédée tôt ce matin à son domicile à Douala. Nous avons une pensée pieuse pour tous ceux qui l'ont aimé. Nostalgie associée font partie de deux des classiques qu'elle aura réussi à mettre sur la place et que nous allons garder en héritage à la suite de bien d'autres qui sont partis avant elle. Tendance. Quand on meurt, ça fait comment on sent? Heureusement que l'artiste ne meurt jamais. Maman, que ton âme repose en paix. Tu as souffert.
Mais il faut que il était temps que tu te reposes. Parce qu'à la dernière minute, quand tu voyais Lisati, tu coulais les larmes. Ça n'allait plus même un peu. Mieux c'est quand elle était encore à regard social et que les gens l'ont aidée. Elle a beaucoup souffert, c'est vrai. Elle a souffert. Maman, va en paix. Vraiment, tu as combattu le vrai combat. La vie était ainsi. Je vais dire quoi. Depuis ce matin, je suis très choquée. Très bien. Alors, si quelqu'un d'autre a un mot à placer sur Lisati, ou bien on passe à... Je crois que nous reviendrons là-dessus, Sam Sévérin, peut-être à la page... ok, très bien, c'est vrai. On voulait juste placer un commentaire sur la chanson de tout à l'heure. Alors, Meggy, vous reprenez la parole pour quelques autres messages. Bien sûr, Sam, donc Cabrel depuis Bilongué qui nous dit les femmes sont trop têtues. Comment une femme peut faire le bras de fer avec son mari? En plus, elle est même en tort car le téléphone pour un enfant de 7 ans pourrait lui apporter plus de malheur que de bonheur. Il s'appelle Cabral, c'est ça? Cabrel, oui, qui nous écrit depuis Bilongué, un quartier de la ville de Douala. Donc, tu connais Bilongué, je connais Bailongo, on appelle en anglais Bailongo City. Balengwa. Quoi? Je connais. Oui, autre message, Meggy. Voilà, le bon âge au minimum est de 11 à 12 ans à l'entrée du collège et aussi au développement de la vie et son autonomie en ce qui concerne ce que je connais et ce que je vois ici. Les parents discutent à cet âge-là avec leurs enfants pour savoir s'il est déjà rentré à la maison ou pas. C'est un message qui nous vient depuis la France. Donc, un autre message relatif à l'histoire du jour. Le téléphone à un enfant de 7 ans, c'est vraiment un délit. J'ignore depuis Fumban. Donc ça, c'est un délit, ça? Ça Faut pas constitue un dire ça, délit. Junior, non. Ça déroute complètement, effectivement. Parce que qui parle de délit, ça veut dire que ça peut être puni. Bon, c'est vrai que c'est un peu fort, mais on ne peut pas le condamner, le laisser en justice pour cela. Mais il veut dire que c'est quand même un peu exagéré. Les blancs nous dépassent ça. Chez le blanc, même l'enfant de 3 ans a son téléphone. Quand papa appelle, oui, papa, tu m'as appelé. Non. J'ai fait un banks. Le blanc n'est pas complexé. Il y a le téléphone de la maison. Un enfant ne vient pas. J'ai ma cousine à Bengsati à 5 ans. Il faut voir comment l'enfant la parle. Les enfants de Bengs sont développés, Sam. J'ai mis la photo de ton boy juste sur l'écran de verre de mon téléphone. Elle vient me dire, c'est ton amoureux ou quoi? C'est ton amoureux et tu me caches? Moi, j'ai mon amour à l'école. Je regarde l'enfant comme ça, je dis que si c'est ça au Cameroun, on va dire que les parents, l'éducation, non. Je donne le téléphone à mon enfant, même si il a 3 ans. Tu parles, je te donne le téléphone. Très bien. On va revenir sur la suite des messages à la dernière partie du programme, peu après interpellation. Le temps donc d'aller prendre un autre des temps forts de ce programme qui consiste à évoquer ce qui fait le buzz à travers les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et autres Messenger. C'est avec Merci Sam, consternation, désolation sur la toile. Les internautes se sont réveillés sur une mauvaise nouvelle ce matin, justement le décès de l'artiste Lisati. Lisati qui nous a quittés ce matin, malheureusement on est meurtri. Voilà l'artiste dont le cas de maladie a été mis sur la place publique par la chaîne Equinox Télé, voilà qu'il a reçu ici à travers son émission Regard Social. Cet artiste qui a été aidé par les Camerounais, dont le cas a touché l'ensemble des Camerounais. On a vu des âmes de bonne volonté qui ont participé pour pouvoir voir la guérison de Lisati. Malheureusement, nos efforts ont été vains. C'est la grâce de Dieu, on prie pour le repos de son âme. Donc voilà, Lisati dans ses derniers moments qui croulait sous le poids de la maladie. Cette Lisati très belle qu'on a connue avec des titres à succès, notamment associés, dont on vous a servi le clip tout à l'heure. Oui, Charles. Alors, Sam Sévérin, je crois qu'aujourd'hui, son vœu a été exaucé. Souffrez que je vous dise, parce qu'à un moment donné, elle appelait la mort de tous ses vœux, de tous ses souhaits, Sam. Cet artiste a commencé la décrépitude comme la musique camerounaise il y a 30 ans sans que cela n'émeut personne. Avant elle, nous avons connu des artistes comme Tiana Pia, nous avons vu Charlotte Bango, comment est-ce qu'elle est finie, nous avons vu la Piron de Banga, nous avons vu Mbelanjo, nous avons vu Mekongo Président, nous avons vu Messi Martin, nous avons vu Clarisse Wopso, peut-être qu'en ce moment, elle aussi est dans sa phase. Rien n'a été fait
que ce soit le fonds d'affectation Natacha Bizot qui sauve d'un cancer, que ce soit le fonds d'affectation d'1 milliard qui a été donné, le fonds spécial d'affectation d'1 milliard donné par le chef de l'État, on ne sait comment cet argent est géré. Les 700 000 francs CFA qui avaient été décaissés à l'époque par le ministre de la Culture, qui devait être remis à l'ISATI pour qu'elle aille se faire soigner, elle n'a jamais vu 5 francs de cet argent parce que les fonctionnaires véreux du ministère de la Culture avaient détourné cet argent. Qu'est devenu l'ensemble? Parce que le suivi, Equinox avait fait véritablement un travail de fourmi, Sam Sévérin, dans la collecte, l'organisation, la prise en charge de notre artiste, l'artiste que je dis, l'artiste, moi je l'appelais l'étoile du Cameroun, parce qu'elle a fait rêver, elle a écrit une page de l'histoire de ce pays sur le plan de la musique. À la simple évocation de associer, vous vous levez, vous n'avez pas besoin d'attendre. Elle a fait virer les hommes, les auditeurs, les téléspectateurs se sont mobilisés pour accompagner. On a dit que Samuel Eto'o a rentré, il a donné de l'argent, mais quand même, Sam Sévérin, je m'interroge un peu aujourd'hui, que ce soit cet artiste, qu'elle ait reçu tous ces financements extérieurs, parce que lorsque Equinox suivait le cas de l'ISATI, minute by minute, on rendait compte sur l'évolution, sur comment ça allait. Cet artiste a été récupéré par d'autres marchands, permettez-moi de dire cela, qui se sont servis d'elle. Le ministère a donné 700 000 francs, elle n'a jamais vu cet argent, et je me demande, je dis, où est-ce qu'on est en train d'aller? Très bien. Alors, l'État camerounais peut être indexé sur bien de cas que vous avez évoqués et de bien d'autres que nous pouvons ajouter. On se rappelle même d'ailleurs même du cas de Anne-Marie Zier. Il a fallu beaucoup de batailles pour qu'elle puisse bénéficier d'un relatif soutien. Il y a eu du temps de la SOCAM, parce que j'ai eu le bonheur de travailler sous Odile Ngaska en tant que responsable du département communication. À l'époque, il y avait là-bas ce qu'on appelait le FAXO, Fonds d'action sociale, qui était réservé justement à des cas comme cela. Et c'est pour cela qu'on peut reprocher à cet État aujourd'hui, à travers le ministère, de ne rien faire pour très rapidement permettre la mise en place d'une nouvelle société de gestion collective qui peut avoir des départements destinés à soutenir ces artistes. Aujourd'hui, ils ne savent à quel sens se vouer, parce qu'il n'y a pas de société de gestion où on pouvait avoir ce cas du FAXO. Du temps de la SOCAM, quand j'y étais, il y avait eu le cas de Véronique Facture, qui est décédée comme cela, sans avoir bénéficié de réel. C'est vrai que la mort est quelque chose d'inéluctable, mais tout de même tendance, il me semble qu'on doit d'abord essayer de tout faire et montrer qu'on a envie de sauver des vies. C'est ça. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il y a les gens qui sont venus. Quand Regard Social a récupéré les 10 postes l'ISATI mourante, il y a les gens qui sont encore revenus la récupérer, disant que oh, voilà, Samuel était au fils en ligne, jusqu'à on dit ou c'était même qu'un montage. Oh. Je suis sûr que c'était le one man show. Parce que même Eto'o disait, Lisati, du moment où je vis, tu ne dois pas souffrir. À ma grande surprise, le matin, on me dit qu'elle est décédée chez elle. Qu'est-ce que vous avez fait? Venir s'aimer le désordre, faire comme ça. C'est que bien, vous voulez toujours gâter. On voit dans quel état elle s'est retrouvée à la fin de sa vie, ce n'est pas bien. Et c'est pour cela que ce matin à la radio, lorsque nous avons choisi Mbombok Bengan de traiter d'un sujet, avant même d'apprendre la nouvelle, nous avions eu, comme si on le savait, la belle idée de parler de la gestion des carrières et de l'image de nos stars aujourd'hui. En pleine émission, nous avons donc reçu le message de l'annonce de cette mort-là. Comment gérer les images et les carrières de nos artistes? Ça te passe à deux niveaux. Sans vous avez parlé du premier niveau, c'est l'État. On dit aux 10 enfants la patrie reconnaissante. La patrie reconnaissante, vous avez relevé le nom d'Anne-Marie Zier. Mais je rappelle que Equinox, je pense, Regard Social a encore passé dernièrement, il y a 2-3 mois, je ne sais plus, un artiste de têtes brûlées, je pense qu'il est passé pour montrer comment il est dans le désarroi. Voilà, dans le désarroi. Voilà, dans le désarroi total. À ce moment, Sam, nous devons comprendre qu'il y a une différence entre les rentrées financières et l'artiste. Le musicien, ce n'est pas parce qu'il fait danser le monde entier, dépasse les frontières, qu'on imagine qu'il est milliardaire. Non. Si nous voulons qu'il soit milliardaire, c'est l'État qui doit protéger contre la piraterie. Je veux parler de ses œuvres. Pour que lui, l'artiste, qu'il vive, qu'il ait les Mercedes. En principe, c'est lui qui doit rouler en Mercedes et en Prado. Ce n'est pas nous les salariés. C'est lui qui a... Le deuxième niveau maintenant, c'est son image. Dès lors qu'il devient l'ambassadeur, nous l'accompagnons, c'est-à-dire que quelquefois, on peut se permettre de lui pardonner certains écarts, parce qu'ils en font aussi, comme nous, tout d'ailleurs. Non, lui pardonner ça, c'est précisément parce que quand on le voit, quand on entend ses chansons, quand on lit ses romans, il est écrivain, c'est le drapeau du pays qu'on voit. Et maintenant, lorsqu'on va l'accompagner dernièrement,
tout le monde va écraser une larme, alors qu'on avait la possibilité de récupérer ce qui pouvait en être encore récupéré. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire. On termine avec vous, que Megui. Vous vouliez réagir sur le cas de Lisati. Très bien. Sur le cas de Lisati, vous avez une réaction, oui, Sam, que dire, je suis tout simplement dépité. Dépité depuis l'annonce de sa maladie. On a vu des images qui nous ont choqués. Voir cet artiste qui a fait les beaux jours de la musique camerounaise finir ainsi, ça fait mal. Et véritablement, ça nous amène à nous poser la question sur le devenir de nos artistes, nos stars. Qu'est-ce que le ministère de la Culture fait pour accompagner justement les artistes? Qu'est-ce que nous-mêmes, les Camerounais, faisons pour protéger nos artistes quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quand on perd une icône de la musique camerounaise comme Lisati, et on voit comment ceux qui font encore rêver les gens à propos de la musique camerounaise sont traités ça et là, on se pose quand même des questions et ça fait mal, ça fait très mal. Lisati repose en paix. Voilà, donc on va dire Sam Sévérin que je sais comment ça va se passer. On va se retrouver au Club Poti. Les cotisations vont commencer. On va faire des billets d'aide. On va aller voir les mécènes à qui on va poser. Ça va rapporter de l'argent. Moi, je dis aujourd'hui, vous êtes un artiste. Vous faites dans l'art. Ce n'est pas au moment de votre décès qu'on va organiser des réunions. Je pense que les artistes se seraient mobilisés de la même façon qu'ils auraient récupéré cet argent. Aujourd'hui, pour moi, c'est une artiste, c'est une icône que le Cameroun, que l'Afrique perd tout entier. Je ne sais pas si on pourrait les remplacer des artistes comme celle-là ici au Cameroun. Voilà où on les a parler de la solidarité du corps. La solidarité du corps. Oui, mais maintenant, la solidarité va naître. Maintenant, on a vu avec l'homme de chèvre, Tokoto Ashanti. Les gens sont allés déposer des billets d'aide un peu partout. On a contribué. Après, ils ont disparu avec l'argent. Il y a des gens qui ont disparu avec cet argent. Et on sait ce qui va se passer encore pour les artistes. Et peut-être avec le concours de la réalisation, on pourra avoir justement un extrait voilà, pour revivre ces instants passés en compagnie de Lisa. L'hôpital fait déjà les efforts. Quel effort je dois encore faire? Bon, maintenant, je me suis rendu compte que même mon vocal qui est principal instrument de travail ne fonctionnait plus, ne parlait plus, je ne chantais même, la voix ne sortait plus. C'est là que j'ai commencé à stresser. Je me rappelle très bien que ça a commencé. Ce stress a commencé en 2008. Parce que je n'arrivais plus à signer les contrats qu'on me donnait. Je disais que non, je parlais comme ça. Je ne peux pas. Non, plus tard, attendez, je guérisse d'abord. C'était quelle maladie, moi je ne sais pas. Donc le stress m'a envahi. Le stress m'a envahi. Comme vous me voyez, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à me gâter même la tête. Parce que quand je marche, parfois je tombe, même les gens me prennent même pour une folle. Je suis traumatisée, stressée. Même la santé, le corps, les os ne marchent même plus bien. Et je suis obligée de traîner comme une arrière-grand-mère. La maladie m'a d'abord édentée totalement. Édentée, enlevée, ça sortait seul quand j'étais dans mes essais de souffrance dans la chair. Les dents sortaient seules, ça tombait. Sans intervention d'hôpital. Donc je fais seulement comme ça quitte, ça cale dans la main. Mais jusqu'au point où j'ai dit à Jésus-Christ, quand la cinquième dent sortait, je lui ai dit, papa, stop, sinon je me suicide. Là, j'ai pris une décision devant lui. Il a dit que c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui es Seigneur, c'est toi qui es grand. Une dent de cette cinquième dent tombe encore, je me suicide et devant toi. J'ai dit ça au Seigneur Jésus-Christ. Et ça s'est arrêté jusqu'aujourd'hui. Lisati. Voilà, donc c'était un extrait du programme Regard Social qu'on évoquait tout à l'heure lorsqu'elle avait fait l'objet de toute une production. On a donc voulu lui rendre cet hommage à l'annonce de ce décès très tôt ce matin à Douala, à son domicile. Toutes nos condoléances déjà d'abord à sa famille proche, mais aussi à la grande famille des artistes musiciens du Cameroun. Voilà, on va passer à la deuxième information de cette revue des réseaux sociaux. Oui, Sam, la deuxième information, c'est du côté de la Guinée équatoriale, voilà, où s'est tenue une manifestation contre l'ingérence française au sujet du procès contre Théodorin Obiang-Nguema, donc les Guinéens qui ont envahi l'ambassade de France en Guinée équatoriale, justement, et qui décriaient cette ingérence française, qui leur demandait, voilà, de laisser les affaires de la Guinée équatoriale à 47 ans. Donc le vice-président de la République depuis juin 2016 est
équato-guinéenne est le premier dirigeant africain appelé à comparaître dans l'affaire dite des biens mal acquis. Il était donc absent hier à ce procès-là du côté de Paris, tel que l'avait annoncé l'ambassadeur de Guinée équatoriale en France, Miguel Ndong Mimfumo, qui a dénoncé un complot de l'Occident. Voilà, un complot de l'Occident. Alors, les avis sont partagés sur la toile et un peu partout depuis cette information, effectivement. Alors, premier constat fait par vous, Mbongo Mbengan, est-ce que les Guinéens, une partie de ceux qui se sont retrouvés devant l'ambassade de France, étaient fondés à demander à ce que la justice française puisse stopper les poursuites contre Théodorine Obiangema? Absolument, Sam, absolument. Et c'est là où ça peut choquer certains. Lorsque les dirigeants français... Parce que vous dites absolument, donc dans l'absolu. Oui, ils doivent, ce n'est pas aux Français de nous imposer un certain nombre de choses. Ce n'est pas à eux. Mais depuis De Gaulle, je ne parle que de la période de nos indépendances, jusqu'à celui qui vient de monter là d'abord là sur sa table. Et on lui demande de dévaluer le franc CFA comme cela lui plaira, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest ou ici, il peut faire ça comme il veut. Donc ce n'est pas à eux, mais ils ont imposé, comme disait Megui tout à l'heure, une certaine directive, comment ils vont gérer nos pays. Là, c'est inacceptable. Je suis président de la République demain, je vais mettre fin, quitte à ce qu'on m'arrête comme Laurent Gbagbo ou comme assassine comme Kadhafi ou Thomas Sankara. Maintenant, deuxième chose, je peux comprendre, et c'est normal, je voudrais que le courroux vienne du peuple de Guinée équatoriale. Un pays pauvre qui venait même prendre des avions au Cameroun lorsque le président voulait voyager et qui se trouve de manière par extraordinaire, le fils du chef de l'État a quand même une richesse insolente. Ça, on se pose des questions. Mais à ce moment... vous ne pouvez pas vous poser des questions puisque vous demandez qu'on... Ce n'est pas aux Français, j'ai dit au peuple. Alors, qu'est-ce que ce peuple a donc fait? La justice guinéenne, qu'est-ce qu'elle a fait? La justice française, c'est l'œuvre des ONG. Ils sont allés jusqu'à appliquer les conventions des Genève. Pourquoi on n'applique pas les conventions pour nos dirigeants camerounais qui mettent de l'argent dans les banques étrangères? Pourquoi ne le font-ils pas? Maintenant, ces ONG-là devraient donc venir sensibiliser ou alors s'associer avec les ONG et d'autres citoyens guinéens pour se lever contre un président qui est un pays pauvre et dont lui et sa famille s'enrichissent. C'est comme ça que on va revenir à il y a l'éveil de peuple. Première grille d'analyse, Charles Hamel, qui pense que si la France déchaîne ainsi contre le fils du chef de l'État guinéen, c'est parce que cette Guinée lui a tourné le dos à la France sur le plan des intérêts économiques. Ça peut se comprendre, mais tout de même, quelles sont les origines de ce procès dit des biens mal acquis? Alors moi je pense, Sam Sévérin, que vous savez, la Guinée équatoriale est pratiquement à cheval. Quand on rentre dans l'histoire, la Guinée à cheval, nous avons le Portugal qui a... on l'appelait Guinée espagnole. Guinée espagnole, je veux dire aussi le Portugal, qui ont quand même des droits de regard sur le plan, n'est-ce pas, économique de ce côté, avec l'Espagne, qui véritablement est l'un des piliers majeurs. Et la France, qui voulait s'inviter aussi au repas, excusez-moi l'expression, au repas de chacal dans cette affaire. Nous avons d'un côté un président qui a mis qui jouit d'une longévité. La France a voulu, l'Hexagone a voulu se servir de ces différentes passerelles pour pouvoir créer des pressions comme ce qu'on a en train de faire qu'on a essayé de faire sur Robert Mugabe, qui n'a véritablement pas marché. Elle est tombée sur une tête dure comme Obiangema qui a dit non, vous ne passerez pas par moi. Même lorsqu'il était président de l'Union africaine, il y a beaucoup de choses qu'il a essayé de le mettre sur la selle en disant ça vous pouvez, ça vous ne pouvez pas. Donc je pense que aujourd'hui, c'est cette colère que porte la France, ou bien disons-le comme ça, comme on sait qu'ils sont légèrement rancuniers, c'est cette rancune qu'elle porte aujourd'hui en mettant cela devant. Est-ce que ce sont les Équato-Guinéens qui ont porté plainte? Je veux bien savoir. Est-ce que les Équato-Guinéens se sont plaints à travers les différents médias, à travers les associations, à travers... Je veux bien savoir. Mais quand ce que je sais qu'aussi en France, il y a trop de problèmes. J'attends qu'on porte l'affaire de Sarkozy devant les tribunaux compétents. J'attends qu'on porte les affaires qui sont en train de miner la France en ce moment, avec le Pénélope, ce qu'on a appelé le Pénélope. On a eu l'histoire de Gué, on a eu l'histoire de Betancourt, l'histoire de Betancourt. Mais il ne faut pas faire de la même Le procès des biens mal acquis procède, alors je vais vous rappeler, puisque vous semblez oublier les faits, la richesse de Théodoro Obiangema et de son papa est estimée, est même inestimable. Aujourd'hui, on a essayé de comptabiliser leurs avoirs en territoire français déjà, et même en territoire guinéen. Et récemment, il y a eu une autre étude faite par une dame qui travaille aux Nations Unies, non, beaucoup plus avec Human Rights Watch,
qui a démontré qu'en matière de projet de développement, en Guinée équatoriale même, il y a des surfacturations. C'est-à-dire que si on dit qu'on va construire une route et on déclare que c'est 150 millions de dollars, alors on va facturer ça à 50 millions de dollars. Les 100 millions de dollars en gros reviennent à la famille de Obiangema. Alors moi je suis désolé, on ne peut pas laisser qu'une seule famille, fût-elle celle de M. Obiang qui gère la Guinée depuis longtemps, puisse comme cela s'arroger l'essentiel des richesses. Le père est président, le fils est vice-président. Et vice-président, carrément. Vous regardez cela, vous les Africains. Est-ce que c'est à la France de venir nous dire le marché international? Et puis je pense qu'on ne doit même pas s'offusquer de ce que la France intervienne. Oui, on ne doit pas s'offusquer, ça doit servir de leçon à ces dirigeants qui nous volent notre argent et qui vont le cacher. Non, ils volent l'argent et ils vont investir en Europe. Pourquoi est-ce que... Non, non, c'est normal. À collectionner des voitures de luxe. Il avait même des robinets en or massif dans la... Je suis sûr. On les a d'ailleurs en image, ces voitures-là. On a des châteaux qu'il a... A-t-il besoin de ça alors que le peuple souffre? Monsieur Ango, je voudrais que vous nous dites ici les conclusions de Human Rights Watch dans l'argent que Kadhafi a donné à Sarkozy. Vous nous dites, le dirigeant PDG de ELF a dit dernièrement chez nos confrères de RFI comment les chefs d'État français ont pillé l'Afrique en mettant en place leur valeur. Vous m'avez interpellé, je vous réponds. Oui, tout à fait. Quand même, ces blancs-là, quand ils font tout pour ramener autant d'argent, c'est pour le développement de l'intérêt général de notre pays. On ne veut pas, on est en train de noyer le des voitures de luxe dont ils ne se servent pas alors que le peuple de Péléon, François Fillon, est-ce qu'on porte ces vestes-là? n'a rien dit encore. C'est le fils du président. Oui, c'est le fils du président. On n'a pas le choix. Donc, maintenant... Et il est vice-président, je dois rappeler. Absolument, très bien. La chèvre pour de là où elle est attachée. Très bien, merci beaucoup. Les Blancs, là, vous croyez que vous allez dominer partout en Afrique? Vous n'allez pas nous dominer. Partout en Afrique, ce n'est que les Blancs. Partout, ce n'est que vous qui décidez. Le tout, sinon, les Guinéens sont en train de vous dire gang. Vous allez marcher qu'à leur rythme. Oh, j'aime les Blancs. Le fils de Mitterrand, le papa a dit. Ça voulait dire que l'implicite de la réaction de Sam voulait dire que c'est une machination. Tout ce mouvement d'humeur des Guinéens, c'est une machination. Mais tout à fait, c'est une belle instrumentalisation. Qu'est-ce que vous croyez? Il y avait une poignée. Moi, j'ai regardé sur TV5 Monde hier cette information. Oui, moi, j'ai vu une poignée de personnes pour dire stop. Non, il faut quand même qu'il y ait une justice quelque part. Moi, je suis pour la Cour pénale internationale. Elle doit exister pour juger les potentats africains. Il faut délivrer les présidents européens. Tout à l'heure, on parlait de malgouvernance. Et on sait que ce sont les dirigeants africains qui ne pensent pas à leur peuple. L'enrichissement... Je suis d'accord avec vous, Sam, c'est vrai. Mais quelle est la raison pour laquelle en Guinée, les gens ne se lèvent pas? Au Cameroun, on passe le temps à décrier ce problème de malgouvernance. On cite, on indexe nommément avant que l'État ne réagisse pas. Mais est-ce qu'en Guinée, tel est le cas? Est-ce qu'en Guinée, tel est le cas? Moi, je condamne la malgouvernance de Paul Biya, mais en aucun moment, si on l'arrête à l'étranger, je serai le premier à m'ériger contre. C'est votre point de vue. Oui, tout à fait. Je vais dire, le président, bien que je condamne, il ne doit pas être jugé par les étrangers. Je pense que logiquement, oui, on ne devrait pas accepter que des pays étrangers viennent régler nos problèmes. On est d'accord là-dessus. Mais aussi... il faudrait donc que les dirigeants africains sachent que les rapports qu'ils entretiennent avec ces pays européens-là, c'est des couteaux à double tranchant. Aujourd'hui, ils pensent, quand ils volent de l'argent, ils exilent cet argent-là du côté de l'Europe. Ils pensent qu'ils sont en sécurité. Voilà le retour. Et ils ne doivent pas s'en plaindre. Voilà le retour. Ils ne doivent pas s'en plaindre. Et ces voitures de luxe, Megui, ils les changent par an chaque année. Comment ils ne doivent pas changer ça? Il n'y a que ces voitures. Il y a des hôtels de luxe et tout cela. Au-delà d'aller manifester devant l'ambassade de France, je crois qu'il y avait déjà des réactions à avoir avant. C'est-à-dire décrier cette imposture criarde. C'est insolent. Tu as un père qui est président de la République. Son fils est vice-président. Son grand-père était président parce qu'il a fait un coup d'État. Vice-président de la République. Et il a des richesses
au vu au-dessus de tout le monde. Ostentatoire, il a toutes les femmes du monde qui changent une vie. Il mène une vie, mais alors désordonnée. Vous allez me dire c'est le fils d'un président. Il mérite d'être jugé, monsieur. On ne dit pas non. On ne condamne. On condamne des rives. Alors, qui va le juger alors, Tendance? Le noir. Qui n'est pas Qui noir? peut se lever? Alors, Dans ce pays-là, vous pensez que qui peut se lever contre les Obiangema en Guinée équatoriale? La police n'est pas là. La police est sous la coupe de qui? Vous voulez une chose de son contraire à la fin. bon, de toutes les À un façons, moment, vous voulez que la libère l'Afrique, et à un moment, vous voulez qu'elle intervienne en Afrique. c'était l'information concernant donc les biens mal acquis. Le procès devait reprendre hier à Paris, en l'absence d'ailleurs du principal intéressé. Il a une belle batterie d'avocats parce qu'il a bel et bien les moyens de se les offrir aujourd'hui, mais disons qu'une partie du peuple guinéen est contre ce procès, et y compris sur ce plateau, parce que ça déchaîne les passions sur le continent, mais on va dire qu'il faut quand même une justice quelque part. Voilà. On n'a pas dit qu'il n'est pas un voleur. Voilà. Voilà, c'est pas la France qui doit le juger. Oui, on peut terminer, on a de la place autre pour une vidéo, c'est ça. Nous remarquons que les gens sont devenus de plus en plus insensibles, mal élevés, une éducation vraiment déplorable, pas de respect, bon, et consorts. Face à cela, je présume que chaque individu devait d'abord s'auto-analyser afin de pouvoir voir comment est-ce qu'il pourrait mieux s'imprégner pour pouvoir mieux vivre en société. Si déjà chacun de nous s'améliore, forcément le développement suivra. Parce qu'on ne peut pas attendre le développement de quelqu'un d'autre si déjà nous-mêmes nous sommes incapables de pouvoir nous ranger. Voilà, c'est un discours qui, moi, ne me convient pas, hein, parce que c'est tout le temps facile de dire chacun doit faire ci, mais en réalité, il y a des gens qui ont reçu mandat pour booster le développement. Quand vous avez reçu cette responsabilité, c'est vous qui devez l'enclencher. C'est vrai que chacun pourra d'abord faire son introspection et balayer devant sa propre porte, mais le développement plus global doit être impulsé par ceux qui détiennent le levier. Alors, Sam Séverin, elle a dit les gens sont mal éduqués, je reprends ce mot mal éduqués. Aujourd'hui, c'est pour un rien, c'est des injures qui sortent. Les gens ont, sur le plan de l'incivisme, les gens ne respectent plus rien. Oui, Sam Séverin, je veux encore le dire, quand vous écoutez un artiste comme Malox, qui balance des expressions aussi grossières et qui est pris aujourd'hui comme étant un modèle. Pour moi, il est pris comme étant un modèle. Et donc, certains individus se profandent sur la toile à le protéger, en disant non, c'est un artiste de classe, il a pu faire parler le Cameroun. On fait parler le Cameroun en utilisant des expressions aussi grossières. Certaines personnes vont jusqu'à dire qu'ils s'amusent avec ces morceaux, avec leurs enfants. Mais quand même, Sam Séverin, je ne peux pas écouter ce type de mélodie avec mon bébé. Je ne peux pas écouter ce type de mélodie avec mon enfant. Je ne peux pas écouter cette mélodie avec ma fille. Que non, je dis bien que non. Et je pense que les médias même qui encouragent cela devaient être censurés. Et le Conseil national même de la communication ne fait pas son travail. Parce que si on voudrait réguler en termes de qualité, du civisme, même sur le plan de la musique, que les musiciens qui sont les vecteurs principaux de la culture, la vitrine d'un pays, on devait tamiser. C'est clair qu'on ne parlait pas spécialement. J'ai pris alors aujourd'hui. Non, mais j'ai pas de. Il a dit de ces chansons qui m'énervent. Il dit j'ai pas de pantalon. C'est pas ça, c'est un mouf. C'est bon. Il a insulté dans la chanson. On en a parlé hier. Il a dit mouf. Aujourd'hui, on est à autre insulter les gens. Mais Guy, vous réagissez sur l'interpellation. Ben voilà. Oui, moi je pense que la dame, elle a entièrement raison. Hein. C'est-à-dire que avant de penser à un changement de mentalité globale, il faudrait d'abord qu'on y aille de façon individuelle, que chacun se dise, voilà, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau. Mais maintenant, il faudrait quand même se dire que dans les cellules familiales, que le travail soit fait mieux. C'est-à-dire que mieux que ce qui... on a une vraie démission quand même de certains parents. Peut-être c'est dû au cas... C'est dû au fait qu'aujourd'hui les parents sont appelés à sortir, à passer plus de temps à l'extérieur pour rechercher le pain quotidien. Donc ils n'ont plus vraiment ce suivi qu'on a connu avant de leurs enfants. Les mamans qui avant restaient à la maison sont aujourd'hui obligées de sortir, se débrouiller, et les enfants sont un peu abandonnés à eux-mêmes, d'où cette chute des valeurs. Des valeurs, chute des valeurs, justement. Par contre, là-dessus, effectivement, Megui Mbombok, elle a dit, la téléspectatrice, les valeurs ont
été renversé de nos jours. Parce que pour le moindre service, aujourd'hui, vous devez payer à un enfant. Il n'y a plus de respect du tout vis-à-vis des aînés. Donc tout a basculé. C'est quoi ce chamboulement et dur? Mais ça a commencé d'abord par, vous l'avez dit, hein, lorsque l'État a démissionné, vous vous retrouvez comme ça, un père de famille qui perd son travail le matin, il a honte de rentrer à la maison. Et on a retrouvé la situation, les enfants de la rue n'accouchent pas, la rue n'enfante pas. Et même nous à la maison, qu'est-ce qu'on dit, un enfant de 7 ans, on est prêt à lui acheter le téléphone, et on lui dit même, s'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire. Alors, à quel moment donc on doit lui imposer la rigueur de la société, de la vie? C'est comme ça que ça a commencé à être délité. Mais effectivement, l'origine, c'est le pouvoir public. Et là, vous avez raison. Maintenant, mais notre devoir maintenant, la reconstruction commence par le bas. C'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire que comment élever nos enfants, comment dire la messe. J'aime reprendre cette phrase du Père Jean-Marc et la paix à son âme. Comment dire la messe et donner l'espérance au peuple de Dieu lorsqu'ils viennent prier alors qu'ils n'ont pas mangé, lorsqu'ils n'ont pas l'espoir de manger demain, et ils voient les gens rouler. Vraiment, ça donne, il faut s'armer je dirais même de vigueur pour y arriver. Mais, comme on dit, on reviendra à ce niveau. Alors, le renversement des valeurs, cela m'a été rappelé hier également, à propos du comportement des jeunes femmes, des jeunes filles d'aujourd'hui, pour une personne qui a connu l'époque où il fallait passer toute une année maigrie, pour draguer une fille, c'est comme ça que ça se dit, c'est-à-dire en procédant par beaucoup de choses au passage pour obtenir un premier rendez-vous. Et aujourd'hui, ça va très très vite. C'est-à-dire le premier jour, tout peut basculer comme cela. Mais oui, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui dirige le monde. C'est-à-dire que tout le monde est en quête d'une vie meilleure, et ceci par la facilité. On a donc ces jeunes filles, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur des forums féminins, mais les réactions sont... inimaginable, non, inimaginable, scandaleuse. On a aujourd'hui une normalisation. Ce sont les filles qui draguent même. Oui, on a une voilà, on a une normalisation de la normale. Hier, quand une femme se retrouvait en train de sortir, d'entretenir des relations intimes avec un homme marié ou l'inverse, cette dernière se cachait. Absolument. Ça représentait même une honte. Une honte. Aujourd'hui, elles se prévalent de leur statut c'est-à-dire elles sont, voilà, elles sont, et voilà, elles publient, elles s'en vantent et tout. C'est vraiment une chute des valeurs scandaleuse. On a aujourd'hui ces filles qui ne veulent plus... c'est-à-dire, on avait ce principe avant, voilà, tu rencontres un homme, vous devez vous débrouiller ensemble, essayer de grandir ensemble. Mariage, voilà, on pensait mariage, pas amusement. Une fille qui posait la condition à un monsieur que non, pour que telle chose aille jusqu'au bout, il faudrait que tu viennes voir mes parents, c'est la condition sine qua non. Mais aujourd'hui, même les parents encouragent leurs enfants. Une maman qui dit, mais tu n'as pas apporté, tu crois qu'on va manger quoi? Il faut aller chercher. Mais c'est tout ça qui participe justement de cette chute de valeur. C'est terrible. Et on ne sait pas comment en sortir. On se demande comment faire. Voilà. Merci. On va passer à la suite avec nos partenaires de Africam Shopping Complexe International. La beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, la beauté africaine dans le domaine de la relaxation, mais également des soins de beauté. Pour en parler ce matin, nous accueillons Corinne et Simone Coco. Bonjour.
Bonjour Sam, bonjour à tout le plateau et merci de nous faire confiance en ce qui concerne le bien-être de notre cher téléspectateur à qui d'ailleurs on adresse ce magnifique bonjour ce matin. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez donc pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a décidé de lancer une campagne de lutte contre les problèmes de surpoids. On a constaté que près de 2 millions de Camerounais souffrent justement de ces problèmes de surpoids ou encore d'obésité et African Shopping Complex International a mis en place des produits qui vous aideront à vous dégraisser toute l'entièreté du corps. Déjà, nous faisons pas mal de produits, dégraissage, esthétique générale, massage, harmonie du couple, tout en tenant compte également des produits d'ajout tels que les belles tenues africaines, comme par exemple celle que je suis en train d'arborer en ce moment, des bijoux, des batteries blindées sans entretien à devis et bien d'autres produits que vous pourrez découvrir lors de vos différentes visites. Alors rapidement, on va commencer par vous présenter les produits, les produits consommables, autant pour moi, de notre gamme de dégraissage. On commence ce matin par le Slimming Capsule. Le Slimming Capsule qui justement aura pour effet de brûler les graisses contenues sur toutes les différentes parties du corps, que ce soit au niveau des bras, du ventre, des fesses, au niveau des cuisses. Il vous aidera justement à évacuer toute cette graisse-là. On passe à notre petit produit, mais qui a énormément d'effets, un produit que nous adorons à African Shopping Complex, parce qu'à travers ce produit, on dit stop au Big Belly, on dit stop à tous ces hommes qui ne peuvent pas convenablement boutonner leur veste, on dit stop à toutes ces dames qui, lorsqu'elles marchent, elles jouent du tam-tam avec leur dos d'âne. On se comprend très bien, mesdames, on se comprend très bien, messieurs. Donc, à travers le Quick Slim ce matin, on vous permet de dire bye-bye au gros ventre, au bidon de 20 litres. Le Quick Slim aura justement pour effet de brûler toutes les graisses contenues à cette partie du corps-là. On poursuit avec le Relacor. Vous savez, la prise de poids passe également par un grignotage permanent. À toute la journée, on n'arrête pas de grignoter. Et justement, pour réguler normalement votre alimentation, vous avez besoin du Relacor qui vous permettra ainsi d'avoir une alimentation normale. Une fois que ces graisses se sont donc brûlées, elles ne sont pas évacuées du corps. Au contraire, elles sont encore maintenues dans le corps. Et justement, pour les sortir, pour les évacuer, vous aurez besoin de notre Slimming Tea, un délicieux thé qui vous permettra non seulement de sortir toutes les graisses brûlées par les produits cités plus haut, mais vous permettra également de tonifier votre peau. Alors vous savez, quand on perd du poids, il y a cet effet de peau d'éléphant qui part, mais avec le Slimming Tea, vous êtes à l'abri de ces petits compromis-là. On a terminé avec nos produits donc consommables en ce qui concerne le dégraissage. On passe aux produits non consommables sur ce plateau et justement on vous propose le Slimming God Gel. Il est utilisé par des femmes tant de petite corpulence que de forte corpulence. Il permettra justement de réduire les acides gras, de brûler les graisses, permettra aussi de réduire la cellulite. Et pour des femmes qui ont des problèmes de végéture, le Slimming Gold Gel vous aidera justement à lutter contre ce problème-là. Pour les femmes qui sont déjà de nature fine, il vous permettra tout simplement de raffiner les parties concernées. Mais pour les femmes de forte corpulence, voilà, qui ont des problèmes de surpoids et qui aimeraient s'en débarrasser, il faudra l'associer à notre magnifique ceinture, le SR Hot Shaper. Un SR Hot Shaper donc à deux surfaces, une surface externe et une surface interne qui fera tout le travail à l'aide de l'infrarouge qui est incorporé. Cet infrarouge donc qui produira un effet auto-chauffant, ce qui permettra de compresser les graisses, toutes les graisses contenues au niveau du ventre et vous permettra ainsi de les éliminer et de les évacuer. Un autre appareil justement, avant de sortir justement, on va préciser que notre SR Hot Shaper, il est adaptable. Alors ne vous dites pas il est trop gros alors tout petit, non. Il a plusieurs surfaces de fermeture et permettra ainsi de s'adapter à votre morphologie. On termine donc cette page de dégraissage avec notre Smart Wondercore, un magnifique appareil justement de sport, un sport qui pourra se faire en famille. Alors avec juste madame et messieurs, il permettra de muscler vos bras, pour des personnes qui ont de la graisse excessive au niveau des bras, il permettra de muscler vos bras, il permettra également de tonifier les parties au niveau du ventre là pour des personnes qui ont pas mal de ventre et qui aimeraient avoir de belles tablettes de chocolat ou pour des femmes qui aimeraient être assez fines de ce côté-là. Avec notre Smart Wondercore, on vous assure une satisfaction totale. Également le fessier et les cuisses. Alors on est sorti de nos produits de dégraissage. On vous propose le dauphin masseur, notre petit poisson intelligent. Lui, il s'agit d'un produit, bien sûr qui est à même dans la large
large gamme de produits de massage que nous avons à African Shopping Complex International, notre petit dauphin, petit poisson intelligent vous permettra de vous relaxer après une dure journée de travail. Au niveau du cou, au niveau du dos, vous savez, quand vous rentrez du travail, vous avez des courbatures. Oh là là, mais qu'est-ce qui fait du bien? Et vous permettrez justement de vous détendre. Et également au niveau des talons, pour ces personnes-là qui, dans leur exercice quotidien, ont besoin alors marche énormément, il permettra de régulariser la circulation sanguine au niveau du talon et vous l'adoucira. Merci. Tous ces produits, vous pouvez les retrouver à African Shopping Complex International. Voilà, merci. Donc, c'était bien sûr Simone Coco qui a réussi à nous planter à nouveau le décor des produits qui sont proposés par African Shopping Complex International, dont on rappelle les différentes zones et situations géographiques ici à Douala. Vous les connaissez, à la paroisse de Christ Roi, entrée donc du quartier qui va vers... l'hôpital. Voilà. C'est ça. African Shopping Complex, la beauté africaine. Smart Wonder Core, appareil de sport qui vous permet de moduler le corps, travaille les abdominaux, la musculation, améliore la silhouette. Il vous permet de garder la forme et une bonne circulation sanguine. Smart Wonder Core, bon pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les salles de sport et de gym. Il redessine les différentes parties du corps avec des exercices simples. Smart Wonder Core, notre ami pour une bonne silhouette. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, le Zénith sur Equinox Télévision, la dernière ligne droite depuis le début, on a parlé de bien de choses, commençant par l'histoire du jour qui se rapportait à l'âge requis pour donner un téléphone portable à son enfant. À moins de 10 ans, on est tous d'accord que c'est totalement insensé. Dans l'adolescence, oui, peut-être à certaines conditions, avant d'atteindre les 20-21 ans. Mais les plus durs, les puristes pensent qu'il ne faudrait systématiquement pas avoir de téléphone avant d'atteindre la majorité. Avis donc aux parents qui devraient, en cette période de vacances, réserver le traitement qu'il faut à leurs enfants aujourd'hui, de bien choisir, je dois le rappeler, les habitudes durant les vacances et pour éviter les déviances. Il y a eu la colère de Charles Armel qui a pris un peu plus de temps d'ailleurs ce jour, puisque le sujet était très nettement intéressant concernant la malgouvernance au Cameroun. Nous avons essayé de rentrer là-dedans avec tous les aspects possibles. Voici donc quelques derniers messages que vous nous avez fait parvenir sur ces sujets-là. Voilà Philippe Kenmoué qui nous écrit depuis notre page Facebook 10-12 de Zénith. Je veux intervenir particulièrement sur le cas de Konsamba avec son maire, juste pour dire que si vous marchez dans toute la ville de Konsamba, qui jadis était mythique, elle ne dispose même pas d'un forage d'eau à boire pour les populations. Mais à chaque défilé, ils sont prêts à payer près de 5 000 francs par défilant pour le parti des flammes. Pourtant, cet argent pourrait mieux servir. Où va le Cameroun? Et à propos du maire de Nkonsamba premier, parce que là également c'est une incongruité. Je ne comprends pas. Pour des petites villes comme ça, on dit Nkonsamba premier, Nkonsamba deuxième. Même Ebolo va à 2 ou 3 maires. Au lieu d'en avoir un seul, pour très peu de résultats. Et le maire de Nkonsamba premier, justement, il semble que quand vous partez célébrer votre mariage là-bas, il prend son argent, il vous donne encore de son argent. C'est-à-dire qu'il prend 100 000 ou 200 000 francs, oui, puisqu'il en a tellement d'argent, donc forcément. Waouh, dis donc. Ce sont des informations avérées, donc rassurez-vous. Ok. Un autre message qui nous dit ce régime veut que le Cameroun soit un éternel enfer après eux, le Camerounais lambda doit comprendre pourquoi les anglophones appellent au fédéralisme le contrôle de tous les maux, corruption, népotisme, passe par le système fédéral, même pas la décentralisation. Un jour, la minorité intelligente va triompher et le citoyen lambda va véritablement élire ses représentants. C'est Monsieur Penga depuis Tombella. Je pense qu'il a fortement raison dans ce qu'il est en train de dire, Sam, parce qu'il dit, il croit, il sait que les choses vont changer. Et moi-même, je m'inscris dans cette logique de ceux-là qui pensent que les choses vont changer au vu, n'est-ce pas, de cet engouement que les jeunes ont. Les jeunes ont compris aujourd'hui qu'ils peuvent changer les choses, ils peuvent changer la donne.
raison pour laquelle un peu partout, je peux vous assurer, que ce soit dans la zone de Limbé, que ce soit dans la zone de Boya, San Severango, les gens sont en train d'aller s'inscrire sur les urnes et je pense que nous allons dépasser le cap même de 11 millions. Nous allons atteindre véritablement, la jeunesse va atteindre le cap parce qu'ils ont décidé à changer. Et je crois que si changement il y a, beaucoup de choses vont véritablement être corrigées et revues. Et peut-être qu'on n'aura plus affaire à des dirigeants africains qui amassent l'essentiel des richesses. Et leur famille. Je m'attendais à ce qu'on fasse comme on a fait au Nigeria. Le Nigeria a demandé le rapatriement de tous les fonds. Le rapatriement de tous les fonds qui avaient été stockés par les différents chefs d'État, les ministres, tous ceux qui avaient détourné, pillé l'argent au Nigeria. On a ramené tout cet argent. Je pense qu'aujourd'hui, si la France veut aider l'Afrique, si la France veut aider le Cameroun ou ces pays, il devrait procéder par ça. Ramener, rapatrier l'argent de ces chefs d'État qu'ils ont gardé dans leurs différentes banques, que ce soit en Suisse, que ce soit, on connaît, mais qu'on renvoie ces différents. Ils sont aujourd'hui, on a enfermé tout le gouvernement. Les voitures de luxe de Théodoré, on peut les renvoyer parce que c'est de la on peut les renvoyer. On peut faire une vente aux enchères, les renvoyer. C'était d'ailleurs l'orientation globale de ce qu'on appelle l'Agence nationale d'investigation financière. Savoir là où Mbombo Mbenga a caché son argent, mais tenter un procès pour que cet argent revienne. Parce que si je reviens là-bas avec ma famille, on va l'utiliser pour rien, en réalité. Or, on attend toujours le président de la République, son mot d'ordre. Un autre message de Londsi depuis Mbouda qui nous dit « Je vous prie de venir en Mbouda voir comment on peut tromper un peuple avec un faux projet de route devant desservir le bassin agricole de l'Ouest. Le début des travaux annoncés à la veille des élections de 2008 n'a eu lieu que cette année, en 2017, par une société turque qui, après des terrassements en trompe-l'œil, a cessé pendant plus d'un mois les travaux au motif qu'on a volé leur carburant. Je pense que c'est dans le fameux projet Agropole. Effectivement, on avait réparti, c'était un projet qui devait donner 6 milliards de francs globalement pour 3 ans, c'est-à-dire que les régions du Cameroun, certaines régions, devaient développer certains types d'agriculture. Donc, et c'est ça, on ne voit toujours rien. Le moment, c'est un grand projet d'Agropole. Banane plantaire, le projet d'Agropole, banane plantaire. Bamboutos de Mbouda. Tu vois comment les gars, il y a les avocats à Bouddha jusqu'à ça devient pas mal. Les meilleurs avocats. Donc c'est pour ça Bitacola en mange beaucoup. Alors. Donc un autre message de Stella qui nous dit je pense que pendant le cursus scolaire, aucun enfant ne devrait avoir de téléphone au moins que pour ma part ce soit au supérieur. Voilà. Très bien, je suis d'accord avec toi. Si mon enfant parle, si mon enfant peut décrocher, lancer l'appel, pourquoi je ne dois pas l'acheter le téléphone? J'achète, si je peux. J'achète, c'est pas pour mon enfant. Si je ne dépense pas mon argent sur mon enfant, je vais dépenser mon argent sur qui? Oh, mais 9 mois de grossesse, c'est pardon. Ma vie, c'est ma vie là. Mais 7 ans, un enfant va faire quoi avec un téléphone à 7 ans? Je ne l'appelle pas, mais si je peux arriver à l'appeler pour dire que ton père rentre à quelle heure? À 7 ans. Qui m'a cherché à la maison? À 7 ans, pendant que tu laisses son enfant seul à la maison, c'est lui qui doit te dire à quelle heure son père. Pour ne pas appeler les voisins Megui. Ouais, comment? Moi, je pense Merci que... beaucoup. Ah, oui. C'est fini? C'est fini. Maintenant, c'est à l'heure où tu dois critiquer, au nom de la liberté de critiquer. Voilà, je fais la critique suivante pour sortir de ce programme. Tout à l'heure, Charles Hamel évoquait la démission de certains intellectuels et autres pseudo-politiques camerounais qui ont cédé la place à des journalistes chroniqueurs pour faire de la dénonciation à leur place. Eh bien, il faut le remarquer et le regretter par ces temps qui courent. Vous ne pouvez pas imaginer, chers téléspectateurs, la difficulté, toute la difficulté que nous avons à pouvoir les ramener, quelques-uns qui acceptent de jouer le jeu sur un plateau comme celui-ci. Mais nous voulons ici fustiger l'attitude de quelques autres qui, malgré les accords qu'ils nous donnent au dernier moment, plantent un programme parce qu'ils ne peuvent plus arriver alors qu'ils ont choisi de prendre part à une émission de télévision. Quand vous venez à la télévision, c'est partager votre expérience avec des millions de gens à travers le monde qui vous regardent. Il faut dénoncer l'individualisme des Camerounais qui, lorsque chacun a sa petite chose à réaliser, vous dit non, 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 j'ai d'abord ceci à faire, j'ai telle autre chose à faire. Je ne peux plus arriver au rendez-vous que je vous ai donné. Vous l'aurez remarqué,
c'est proprement indécent de la part des personnes qui se revendiquent des hommes de droit. Ils sont de plus en plus rares aujourd'hui à être aperçus. Il y a des femmes qui se retrouvent dans le domaine de la société civile et qui, de temps en temps, ont besoin de prendre la parole publiquement, mais qui, au dernier moment, n'ont plus ce courage-là. Il faut avoir le sens de la citoyenneté et il faut aller participer à l'avancement de votre nation. C'est pour cela qu'on n'avance pas. Si on est tout le temps en retard, c'est parce que chacun de nous pense d'abord à son propre petit intérêt personnel au lieu de se soucier de l'intérêt général. Nous allons continuer tout de même de travailler avec ceux-là qui auront la magnanimité et la bonne idée de répondre à nos invitations. Voilà, merci beaucoup. Toute l'équipe de production était là et par ma voix vous dit de rester fidèle au programme de Equinox qui se poursuivent.